En direct des studios Young Media, vous écoutez l'épisode numéro 89 de la saison 2018-2019 de la soirée du podcast. Ça va, JF, le reverb? Ouais, excusez, j'étais pas prête. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, on a une toune pour présenter. J'ai-tu la toune? L'alignement départ pour le podcast de ce soir, le numéro 31, JF Mallette. Yep. Et votre animateur, le numéro 75, JF Cron. Hein, c'est tellement d'agrément, ça. C'est festif. J'adore, on va laisser l'intro fader comme ça out. Là. Voilà. C'est Bibo qui fait ça? Ouais, c'est la présentation de Diane Bibo, mesdames et messieurs. Un single qui se trouve sur iTunes. Ouais, allez chercher ça sur iTunes. Donc, nous sommes une émission de discussion ouverte sur le Canadien de Montréal et la Ligue nationale de hockey. Et on vous en parle bien sûr avec passion et boisson. Des sujets chauds couverts par des gars chauds. Ouais. Alors voilà, Jeff, on va aller faire l'avant-match comme ça. Fait que mon JF, on sera deux ce soir pour couvrir la période des 2 dernières semaines du Canadien de Montréal. Et puis, on tient à remercier nos Patreons, comme d'habitude. Oui, merci beaucoup. Gros merci. Les gars. On vous rappelle que si vous êtes Patreon, vous pouvez nous poser des questions avant les shows, même choisir des sujets. Ouais, puis juste pour vous, je vais faire une imitation de Patrick Lalime au cours du show. Oh, j'ai hâte. Genre physique, là, pas avec la voix, parce que je parle comme un homme. En tout cas, bon. Fait que là, on va aller pour le pool, Jeff, savoir les positions du pool, parce que ça intéresse tout le monde, ça. Ouais. Pendant que j'aurais monté ton micro. Juste avant de commencer, juste à rappeler les gens que c'est le temps de faire un échange pour le pool ce mois-ci, pour ceux qui l'ont pas fait encore. Fait que soyez vigilants. Il y a des joueurs qui sont revenus au jeu, il y a des joueurs qui sont blessés. Regardez vos affaires, parce que je suis sûr que les 5 noms que je vais mettre, que je vais énoncer présentement, l'ont fait. Ouais. En 5e position, on a M. Jean-Michel Brière. C'est pas lui qui était premier depuis le début de la saison, ça? Je pense que oui, il me semble que oui. Yes! Il est arrivé quelque chose. Il était temps que ça bouge. Lui va la faire son échange. Miguel ou Miguel B. Ouellet. Miguel, qui est 4e. En 3e position, on a Alan Bernard. En 2e, Jérémy Rivard. Et en première position, mon camionneur préféré. Ben oui! André Houle, qui a une avance de 7 points. Donc, c'est très serré à l'heure actuelle à suivre. Cette semaine, André nous a dit, faites donc un show, je pense que c'était mardi. Il dit, faites un show, aujourd'hui, je suis premier dans le pool. Ben, t'es encore premier dans le pool. Fait qu'on a pu te nommer au moins. Et voilà. André. Mon hommage, André. Mon hommage, pas mes hommages, juste un hommage, t'es assez. Ouais, pour asseoir, parce qu'il reste encore quelques mois à la saison. Voilà. Et puis, parlant de nous autres... ben oui, qu'est-ce qui est de nos positions? On n'est pas dans le top 5 la soirée du podcast? En fait, je te dirais que dans le fond, au 32e, JF t'as augmenté, je pense, au niveau du rang. Quand même. C'est moi qui est le premier du pool en ce moment. Exactement. C'est triste, 32e. Monsieur Mini-Wheat, Dave Thibodeau est 36e, te suis de près. Moi, j'ai mangé une petite débarque. J'étais 11e, j'ai tombé 19e et là, je suis 40e à l'heure actuelle. Fait que ça fait dur. Marc Véro qui est 54e. Ton frère Alex Cromp qui a probablement pas fait aucun échange dans le pool. Aucun échange, 61e. Et puis Alex Galipo, que je vous annonce aujourd'hui qu'il prend sa retraite. Il est 70e dans le pool à l'heure actuelle. Mais... On te salue, Alex. On boit ta bière ce soir pendant que t'es pas là. C'est ça, puis il est pas dernier. Non. Qui est le dernier cette semaine? Écoute, je pense que c'est dans un autre univers, ça serait Philippe Bande, mais non, c'est Philippe Blanc. Ah! Et puis, shout-out à Cédric Plante, monsieur qu'on travaille ensemble, 76e, donc ça joue à 2. Puis le prix qu'on donne pour les perdants, c'est notre mépris, JF. Oui, vous avez tout notre mépris, notre hargne. Ouais, au moins, on va donner 10 qualités. En tout cas, on va probablement vous juger. Mais on peut au moins vous nommer à chaque semaine pour le Wall of Shame. Exactement, ouais. Au moins, c'est plus Stéphane Jean-Pierre qui est... dernier, donc... non, il est arrivé quelque chose, il a fait son échange. Tout le monde a bougé cette semaine, fait que voilà, faites vos échanges pour le mois de décembre. Ça aura été dit. Et voilà. Sinon, on vous rappelle qu'on est live sur Twitch et Facebook Live, donc si vous nous écoutez en direct, vous pouvez nous poser des questions, commentaires. On va vous lire et vous répondre pendant le show. Voilà.
Fait que JF, vu qu'on est deux, pas besoin de faire de période, je crois. Ça va, Non, Jean-François, en effet. T'étais stallé? Ouais, non, je faisais mon Patrick Lalime. OK. Il y a l'air d'un bobblehead, Chris. Fait que ouais, vu qu'on est juste deux, on fera pas de période, on va y aller d'une traite, là, puis on va faire ça allègrement. OK, mets nos virgules dans nos phrases. Voilà, on va essayer de respirer, pas faire comme Claude Julien, puis arriver au bout de nos phrases avec plus de souffle du tout. On verra ça dans les extraits audio tantôt, parce qu'on en a. Fait que je vais commencer. On va commencer comme on le fait d'habitude avec les résultats des matchs entre les deux podcasts. Donc, on a une belle fiche de 500 JF entre ces 2 semaines. Ça fait du bien d'entendre ça. Ouais. Fait que samedi 24 novembre, Montréal contre Boston, on a perdu 3-2. Ouais. Je pensais qu'on allait y passer Boston pour vrai. On perdait 2-0, on a fait 2-2. Puis c'était le lendemain du podcast qu'on avait dit on va les battre. Ils sont affaiblis, ils ont plus Bergeron. Il fallait la gagner. Puis Drouin, il y a 2 fils qui se sont touchés. On a pogné un 2 puis ça a coûté... oui, il y avait Crosscheck dans la face. Là. Ouais, c'est ça. Il était pas content. Mais il est revenu au banc puis il a dit c'est de ma faute. Puis... Il l'a admis puis c'est à lui de répondre de ses actes par la suite. Ben, il a bien répondu en tout cas à l'attaque dans les prochaines games. Là. Oui. Mardi 27 novembre, Montréal contre la Caroline, défaite de 2-1. Le retour de Shea Weber. Ah, j'ai manqué mon cue ici. Voilà. Ah, le grand Shea. Ouais, le grand Shea. Même que, tu sais, au début, on se disait, il va peut-être être un petit peu slow. Ça va prendre du temps, tu sais, il faut qu'il se réadapte. Ça fait 1 an qu'il n'a pas joué. Puis moi, je me disais, Chris, il ne jouera pas 20 minutes. Est-ce qu'il commence, là? Il a Papa est de retour à la maison. Et Chris, puis il a joué 25 minutes, cette game-là. Ouais, non, il est solide pour vrai, Weber, à date, là, pour son retour. Il a l'air d'un gars qui n'a pas manqué de camp d'entraînement. Ça fait du bien de le voir aussi dans l'alignement, de voir le C, puis d'avoir le gars avec la carrure. Puis le doute que, mettons, qu'on avait avant son retour au jeu, tu l'as-tu aujourd'hui? Non. J'avais pas tant de doutes. Je me disais juste que ça va peut-être y prendre une coupe de game à se placer. On avait plus peut-être peur que ça foire. Ben, c'est parce que moi, la seule fois que j'avais le plus peur, c'est son genou. Là. J'avais peur que ça lâche son genou et que ça tienne pas. Ça, on le sait pas en ce moment. Le temps va nous le dire. J'espère qu'ils ont fait une bonne job et qu'ils ont bien fait de prendre leur temps. Ouais. Touche de la mélamine. Ouais, touche la mélamine. Il y a du bois, en fait, si tu peux toucher le bois. C'est plus on se frotte le bois ici en dessous. Ah, c'est fou. à la Donald Trump. Mais... Fait que, ouais, défaite de 2-1. Ouais, contre la Caroline. Ouais. Après ça, samedi, il y avait autre chose à dire, cette game-là? Non, c'était pas mal sûr. Samedi 1er décembre, les Rangers en visite à Montréal. Une victoire de 5-2. 2 buts en 16 minutes pour Shea Weber. Pendant ce temps-là, Subban était 2 buts en 18 games. En 18 games, puis il est blessé. Voilà. Fait que pour toutes les fois qu'on s'est fait remettre d'en face, comment que Subban comptait des buts pendant que Weber était blessé, ben c'est ça. Ben même qu'il disait qu'il y avait plus de points que le nombre de games que Weber avait joué. T'sais, le gars il était blessé, c'est des choses qui arrivent. Là, Subban est blessé. Cette game-là, les 2 buts de Weber, là, son boulet de canon, là. Faisais-tu du bien de revoir ça? Puis même, dans le fond, si je peux conter une anecdote, c'est que j'ai rencontré M. Denis cette semaine. Marc? Oui, puis chic type. Il avait donné un commentaire, là, puis il disait à Pierre, écoute la foule quand que Weber fait un tir. Puis le monde sont dedans, Chris. Je pense que ça vaut quasiment le prix du billet de le voir shotter puis qu'il y a top corner. Mais cette année, en plus, on a un bon spectacle. Là. En plus que le Canadien joue bien, ils sont le fun à voir parce qu'ils ont de l'énergie puis c'est des jeunes qui ont l'air de vouloir jouer. Puis là, ça a l'air d'être une autre épice de plus qui donne plus de goût à la sauce, qui fait que, wow, là, on a tout. Là. Ils devraient peut-être prendre ça en considération dans le petit food court en bas au Centre Bell pour leur méga mexicain épicé. Là. Après ça, dimanche 2 décembre, fait que là, c'était 2 games en 2 soirs. San Jose contre Montréal, une défaite de 3-1. Deuxième match en 2 soirs pour Price. Ça faisait, je pense, 3 ans qu'on n'avait pas vu ça. Là. Je me souviens plus, honnêtement. Ça faisait vraiment longtemps. Price avait quand même pas mal joué. Là. Non, c'était pas de sa faute. Écoute, ça commençait avec une erreur de le Stoner. Là. Ouais, une passe transversale qui avait 3 chandails verts ou noirs. Genre qui était sûr qu'il pouvait couper. Il y avait 3 chances de couper à la passe. Les passes transversales. Puis Chris a fait un turnover, ils ont scoré. C'était pas à faute à Price. Mais là, on parle de Price. Price, je trouve qu'il fait bien de ce temps-ci. Là. Hier, il t'a sorti des gros arrêts. Là. J'ai vu une stats aujourd'hui. Ça fait 6 games de suite que Price donne moins de 3 buts. 3 buts ou moins dans 6 matchs de suite. Coïncide-tu avec le retour de Weber? Fort possible parce que Weber est revenu après 5 games. Ouais. Et puis, si je peux rajouter une chose, justement, on parlait de Weber, là, cette game-là, il y avait du visou, il a fait un slap shot à la ligne bleue, puis il a pété le manche du bâton du gardien de but, Martin Jones. C'est là aussi qu'il a scoré en échappé tout seul. Ça, c'était contre les Rangers. Ça, c'est une affaire que tu vois jamais. Là. Weber en échappé, c'est très rare. C'est très rare, puis Chris, il l'a eu. Puis c'est tout un jeu de Tatar. Tatar est tombé sous le cul.
il était de dos, genre, puis il a réussi à faire une passe, tu sais, par en arrière avec son bâton, genre, désespérément. Puis Weber, il est parti en flèche. C'est rendu que même Michel Lacroix, il dit Tatar. C'est que c'est hot, ça. C'est bon, moi, le gars, il a eu son moment de gloire. Tatar, puis c'est rendu une tradition maintenant. J'aime mieux quand même le nôtre. Au moins, c'est plus random, puis personne ne sait d'où. Parce que quand il est tombé, puis c'est forcé, puis c'était comme son dernier souffle, c'est un peu ça, sûrement qu'il s'est dit à la glace. Puis là, Weber, il a fait ouh, c'est parti. Après ça, mardi 4 décembre, Ottawa contre Montréal, une victoire de 5-2. 6 points pour le duo Domi et Drouin. Ouais, ça, c'est merveilleux. C'est-tu le duo de la Ligue en ce moment? Non, le duo de la Ligue, c'est McDavid. Excuse-moi, pas McDavid, mais plutôt McCannon et Rantanen. Le trio de l'heure, c'est eux. Je pense que Chris, le pire, c'est que tous les buts de McCannon depuis le début de la saison, Rantanen a une passe. Tous ses buts. Je pense qu'ils ont fait genre quasiment 15 games en ligne avec ces deux-là. Mais clairement, c'est dans les top duos de la Ligue en ce moment. Domi et Drouin, ils sont le fun à voir. Présentement, oui. Puis même que je te dirais, nomme-moi un duo à Montréal qui t'a fait exciter autant que ça. Duo, ça fait longtemps. Là. Moi, je pense peut-être, si je recule loin en arrière, là, c'était le duo Recchi puis Koivu. Mais c'est loin en crise, pareil. Là. Tu sais, Kovalev, il n'a jamais eu vraiment de duo avec quelqu'un. Non, tu sais. Koivu, par après, quand Recchi est parti en crise, il ne s'est rien passé d'autre. Ribeiro Dagenet, c'est pas Drouin-Domi. Ribeiro Dagenet, come on, là. Dagenet a compté 20 buts grâce à ça. Ouais, je veux bien, là, mais c'est un peu dégueulasse. Là. Puis l'affaire qui aussi, ce que j'aime bien, là, puis qui m'a fait jouir un peu cette semaine, c'est que tous les experts disaient que Ottawa, ça va être 2 matchs très difficiles le Canadien de Montréal. On a vu ce qui est arrivé. Mais on a eu un difficile début de match dans l'autre game après, jeudi 6 décembre. La première on n'a période jamais baissé les bras. Non, mais c'est ça qui est bon du Canadien cette année, c'est qu'il lâche jamais. C'est ça. Puis ce que j'aime aussi, c'est le commentaire de Drouin qui a dit entre les 2 matchs. On l'a pas en audio, là, mais... ouais, c'est ça. Malheureusement, j'aurais dû le faire, le travail. Là. Il a dit... Ottawa, on les déteste autant qu'ils se détestent eux-mêmes, entre eux autres. Exactement. Parce que les médias ont essayé de faire une histoire. Ils veulent créer une rivalité Ottawa-Montréal. Il y en a une quand même. Il y en a une, mais c'est pas au même niveau que les Blues de Boston ou les Nordiques de Québec à l'époque. Mais ça ne sera jamais là, non plus. Là. Non, c'est ça, parce qu'Ottawa sont pas en crise. Mais non, mais le fait aussi qu'à ce temps, il y a beaucoup plus de teams dans la ligue. Tu joues moins contre les mêmes équipes. Tu as moins des grosses rivalités qui vont se développer, je pense. Là. Mais par contre, des matchs back-à-back comme ça, c'est bon. Ça, je trouve ça cool. Ça devrait arriver au moins une fois avec chaque team de la division, je pense. Ouais, ça pourrait être bon, ça. Sauf les Panthers, puis... Tampa Bay parce qu'on s'en calisse de ça. Les Panthers qui mangent mal. Le 6 décembre, comme je disais, Montréal-Ottawa, victoire de 5-2. Hier, voilà, c'était les 6 matchs. Donc 3 victoires, 3 défaites. Ce qui est excellent pour les Canadiens. Il faut que ça continue comme ça. Il ne faut pas jouer en bas de 500 si on veut faire les séries. Non, là, on va avoir une chance de faire les séries, en fait, de rentrer par la porte d'en arrière. Là, on joue contre Chicago dimanche, puis Chicago ont beaucoup de difficultés. Fait que même moi, je prédis que Niemi va peut-être être devant le filet pour ce match-là. Ça se pourrait. Parce qu'après ça, on a 2 matchs à Montréal. Il y a un autre match contre Ottawa. Puis le fameux voyage de Seguin à l'étranger commence l'autre semaine suivante après ça. Là. Est-ce que la gang du temps des fêtes va commencer bientôt? Écoute, Jeff, je pense que la gang, elle a commencé, elle a passé en novembre. Ouais, on est dans la séquence de 5 défaites. Là. J'aimerais ça que ça soit ça. Ça se peut, avec le retour de Weber, on ne sait jamais. Là, Weber, Byron qui est revenu, Armia qui va revenir bientôt aussi. Là. Je pense qu'il commence à avoir un peu plus de stabilité défensive. C'est une bonne affaire parce que c'était, à un moment donné, ça a comme slacké. C'était mon moins l'autre fois aussi, la défensive au complet. Ce qui se passait. Là. J'ai comme un spot direct en dessous de la tête quand je me passe. Ici, voilà. Donc, je pense qu'on peut faire nos plus et nos moins pour cette période de GF. Tu peux repartir de la toune de Weber. Parce que mon plus, c'est chez Weber. Tu sais, je te posais la question tantôt si t'es inquiet sur le retour. C'est sûr que tu as toujours une inquiétude parce que tu dis, Chris, ça peut quand même planter. T'sais, les odds peuvent être là. Je pense qu'on oublie que c'est chez Weber, un des meilleurs défenseurs de la NHL. Puis ce gars-là, tu sais, c'est un défenseur. Okay? C'est un gars qui défend, qui empêche l'adversaire de marquer des buts. Je tiens à le préciser pour ceux qui ne comprennent pas ça. Et puis, Chris, il frappe fort. Il est imposant. Je pense que c'est Dezingle des Sénateurs. Il a mangé... il s'est juste fait ramasser par Weber. Puis il est arrivé en grimaçant, il se tenait les côtes. C'est clair, il doit te ramasser solide dans la bande. Ça, c'était la game de mardi. Fait que ce gars-là, mettons, c'est qu'il est toujours sur la glace quand Weber il est là. Il est stressé après ça quand Weber est là. Il va voir le psychologue après, puis il va parler de sa mère. Il met une couche pour jouer, c'est sûr. Là. Ah oui, puis écoute. Il va parler de sa mère.
ça fuck un peu le plan de match des autres équipes parce que tu veux savoir qui tu vas matcher contre Weber parce que c'est sûr que tes attaquants vont se faire taper sa gueule. C'est clair. Même Price, il disait que ça faisait du bien de voir un gars qui faisait le ménage devant le filet parce qu'on n'a pas vraiment de défenseur, je te dirais, robuste qui pourrait faire la job. Jolson, il apprend le métier. À part ça, Jordy Ben. C'est ça qui a le gabarit, mais il fait pas tant. C'est pas un pro là, au niveau de Weber. Fait que, écoute, bien content. Puis en plus, il produit. Ben oui. Il fait des échappées. Hey, le power play fonctionne mieux depuis que Weber est là parce que là. Ben là, tu as un arme au point d'appui là, pour faire des tirs. C'est ça. Puis là, tu as l'achat de Weber. Fait que si l'adversaire a une camp pour cerveau puis oublie Weber, ça pourrait être quasiment un but. Puis sinon, leur plan, c'est faut qu'on check Weber. Tu donnes de l'espace à Domi puis Drouin pour faire des tours de magie, puis château net. On va s'envoyer la passe un puis l'autre. Puis t'as Weber qui snipe les bâtons en plus. Puis... Fait que c'est merveilleux tout ça. Puis même en désavantage numérique, on est meilleur avec Weber. On est meilleur à tous les niveaux avec Weber. Je pense depuis qu'il est revenu, on tire plus puis on se fait moins tirer. Écoute, il y a une stat qui est sortie. On a fait 4 games de 40 tirs et plus, là, je pense, en ligne. Ben, juste contre Ottawa, on a fait... oui, c'est vrai, parce qu'il y a eu les Rangers. C'était la 3 ou 4e game en ligne qu'on faisait 40 tirs et plus. Même contre San Jose, je te confirme qu'on a vu 40 tirs. Mais depuis le retour de Shea Weber, on a 214 tirs pour nous autres contre 124 pour l'adversaire. Chris, ça fait une différence. Puis c'était quoi le problème qu'on faisait avant quand on perdait nos games? Tout le temps, des assises de shot au net. On jouait dans notre territoire puis on se faisait out-shooter par l'autre club. Là, ça a changé tout d'un coup. Ben, possession de rondelles. Puis aussi, avant les bains. Encore un peu là, il y a beaucoup de tirs qui sont des tirs faibles un peu, là, mais ça compte quand même comme des tirs. Là. Ben, c'est ça. Au moins, la différence, c'est que là, tu as des gars qui se parquent devant le net pour essayer de créer quelque chose. Ben, c'est ça, exactement. Là. Ce qu'on faisait pas avant. Puis je vais donner mon plus au retour, moi, à l'autre grand retourné, là, le petit Paul Biron. La fusée, Paul Byron, est une autre grande différence. Là. Ça, c'est un autre arme secrète. Tu vois, c'est contre les Rangers. Je pense que Julien le pairé avec Domi et Drouin. C'est la game contre Ottawa. Parce que ça allait vite. Puis ils ont fait comme, OK, on va changer. On va mettre Byron avec eux autres. Puis ça s'est bien décollé. Chris, ils ont fait, je pense, ils ont fait 2 buts en l'espace de 2 minutes. C'est ça. Puis après ça, là, ils ont mis Byron avec Kotkaniemi par après. Puis il a scoré 2 buts avec Kotkaniemi. Fait que il paraît quand il n'est pas là, puis il paraît quand il est là, Byron. C'est un élément important. Puis encore là, lui, c'est un spécialiste en désavantage numérique. Il part en échappée tout le temps. Ça l'a aidé encore pour ça. Puis là, il manque Armia qui n'est pas revenu encore au jeu. Puis ça va être juste un élément de plus. Là, je me demande même qu'est-ce qu'on va faire aussi, qu'on va le mettre Armia, parce que ça va bien avec Byron, c'est le 3e trio. Shaw va bien avec Domi et Drouin. Ouais. Le premier trio, tu ne peux pas vraiment le toucher avec Dano, Gallagher puis Tatar. 4e trio, tu ne peux pas mettre un gars comme Armia là-dessus. On a un heureux problème à Montréal à l'heure actuelle. Shaw qui a marqué son 100e but. Ben oui, qui l'aurait cru? Quand même, Andrew Shaw. Il était en feu de ce temps-ci, lui, avec. Écoute, depuis qu'il a été depuis qu'ils l'ont monté sa première ligne, il est comme en feu. Là, écoute, la première fois, je pense qu'il a joué avec Drouin et Domi. Je pense qu'il a scoré 2 buts, puis c'était la game contre Washington, je crois. Je suis pas sûr. Mais je suis pas sûr de ça. Là, okay? Je suis un petit peu mêlé. Là. Mais maudite boisson. Il produit, Chris, même pour le fun, JF, je vais aller voir c'est quoi ses stats, mettons, à l'heure actuelle au niveau des points depuis le début de la saison, parce que je pense qu'il y avait un but à la première game, puis ça n'a rien fait, prenait des 2 stupides. Il a coûté une coupe de mauvaises pénalités. On avait charlé dessus dans le début de saison, justement, par rapport à ça, puis il s'est comme replacé, là... C'est ça, tu vois. Que Jeff sort les stats en 25 games, là, il y a 8 buts, 8 passes, 16 points. L'harceleur, là, il fait ça une saison. L'harceleur. Fait que, non, chapeau à Andrew Shaw. En santé, c'est un gars qui est super efficace. Puis en plus de ça, c'est un gars qui est super populaire dans le vestiaire. Les gars l'aiment. Tu sais, c'est un grand frère, il a 27 ans. Il est plus vieux que les autres en partant. Puis ce qui est drôle, c'est que Tatar l'appelle Dwarf. Ben, tu sais, il a 5 pieds 11. Là, il est juste drôle, Tatar, parce que je pense que c'est blague. Il y a juste lui qui rit. Là. Mais, il fait des blagues de père. Andrew Shaw en série, ça peut être un gars qui est extrêmement efficace. Là. J'ai hâte de voir Domi en série, moi. Ah, boy, je pense que tout le monde va devenir... Ça va être l'hystérie à Montréal. On a un beau petit club qui va être excitant pour les années à suivre. Là, tu parlais de l'harceleur, puis pendant qu'on est là-dessus, dans le fond, sur le sujet, on fera notre Chucky Patio Watch. Là. Qu'est-ce qui se passe avec
Nos deux anciens. Je vais commencer par le meilleur joueur des deux, Alex Galchenyuk, qui a 2 passes en 11 games, 10 points en 20 games, dont 3 buts. Il ne joue plus au centre. C'est le vol de l'année, ça, de Bergevin. Là. Ça n'a aucun bon sens. Je pense qu'on les a crossés. Ça n'a pas de sens, ça. Mais JF, combien de fois j'ai dit que le John Shaka, le Mozart du hockey, le monde louange, comme le meilleur DG de l'histoire de la Ligue nationale, le gars, c'est un imbécile. C'est un esti de cave. Il a donné Domi pour Galchenyuk, puis il produit plus que qu'est-ce qu'on souhaitait que Chucky fasse à Montréal. C'est fou, là. Il est centre en plus, JF. Tu peux pas demander mieux, puis la foule l'adore. Qu'est-ce que ça gueule à Domi? Il nous a comme réglé un problème, 2 problèmes en un. Hein. En l'espace de 2 mois. Puis tu sais, il a manqué le camp, là. On l'a vu, il a punché un gars sur la gueule. Imagine s'il aurait fait le camp, je pense qu'il aurait 10 points de plus sur sa fiche, tu sais. C'est débile. Mais non, Galchenyuk... reste Galchenyuk, mais je pense que quand même, il faut donner à Shaka ce qui lui appartient. Domi a compté 9 buts en Arizona l'année passée. Ouais. Mais je pense que Chucky va en marquer 10 cette année. Fait que c'est une amélioration. Fait que de ce côté-là, bravo pour Shaka. Mais je pense que c'est un DG qui va perdre sa job à un moment donné. À cause de Chucky, on s'excuse, Matt Lamont. Il n'y a aucune expérience comme DG dans la Ligue nationale. Il prend des décisions stupides. Ses choix au repêchage, c'est de la merde. Excuse-moi, Mathieu Lamont, mais j'ai raison. Et puis, fuck off. Hey Chris, ils ont échangé un choix de 3e ronde au total d'Dylan Strome, qui était genre pour eux une catastrophe. Et ils l'ont pris contre Nick Schwartz, qui était un choix de 1re ronde des Chicago qui décevait. Chris, nous autres, on a échangé notre choix de 3e ronde, Chucky, pour Max Domi. Ouais. J'ai plus rien d'autre à dire. Drop the mic. Mais là, il va casser, on ne peut pas se le permettre. Ouais, je le ferai pas ici parce qu'on n'a pas de coussin d'entraînement. Mais si on peut parler un peu de notre capitaine du Canadien de Montréal l'an passé, Max Pacioretty, ça fait un petit peu mieux pour Max. Là. Il s'est mis à produire. Il est sur une séquence, là, dans le fond. C'est une équipe qui est molle. Pacioretty, c'est mou comme de la merde. Non, mais c'est vrai. Est-ce que les Golden Knights sont rendus mous? Écoute, ils ont eu un mauvais début de saison. Ça s'est replacé avec le temps malgré les blessures qu'on a. Mais en ce moment, Pacioretty fait quand même bien. Là. Il y a une bonne séquence de buts. Oui, exactement. C'est ça que je suis sur le point de vous donner comme information. Écoute, quand je fais une recherche sur Google sur Max Pacioretty, ses stats n'apparaissent pas. C'est comme si c'était voulu. Fait que présentement, en 25 games, le beau Paccio a 10 buts, 7 passes, 17 points, 1 point de plus que Andrew Shaw seulement. Et puis, ça va peut-être s'éteindre au mois de décembre. Peut-être que la flamme va devenir un flocon de neige pour les fêtes. Ça va dépendre comment il y a de filets désert disponibles pour Paccio. Voilà. Avant d'aller sur la prochaine section du show de JF, on avait 3 mini-sujets. Juste on n'a pas de moins? Ah oui, t'as raison, on n'a pas fait nos moins. Ça va tellement bien que j'ai qu'on dirait qu'il n'y a pas de moins, mais non, mais allons-y. Saute des étapes, ouais, je suis mêlé. Vas-y avec ton moins. Jordy Ben. Solide. Je pense que ses jours sont contents à Montréal. Puis d'après moi, si on pourrait l'échanger, je le ferais là parce qu'il a connu un bon début de saison, entre guillemets. Ah ouais, décris contre un choix de 4e ronde. Puis on repart à 0. On va donner le temps de glace aux jeunes. Tout simplement. Dégueulasse. Moi, je peux pas donner autrement qu'à Schlemko. Je suis tanné, là. Quoique, juste pour te stiner un peu. Ouais, mais... Depuis qu'il joue avec Petrie, c'est moins pire. Ouais, mais... Il est remplaçable. Pourquoi on est chercher lui? Pourquoi il est là? On peut pas l'envoyer avec Osner. Ben écoute, selon les scouts à Montréal, Schlemko, il avait connu une bonne saison à San Jose. Il n'a pas été protégé malheureusement. Et puis, Bergevin a peut-être pensé à aller chercher un défenseur qui était plus utile que Emeline, parce que Emeline, on s'entend, le gars, il ne sait pas la différence entre sa gauche et sa droite. Puis Schlemko, mais malgré le fait qu'il était tout le temps blessé, paraissait bien en bougeant la rondelle. Fait que ça nous a coûté un choix de 5e ronde pour l'avoir. Ouais, mais là, il nuit. Là. Mais justement, on va aller dans les 3 petits sujets. Là. Osner est rendu à Laval. Ben oui, finalement... Dave, au dernier show, qui me disait « Non, c'est impossible qu'on le renvoie aux mineurs. » Hein? Il avait dit. Mais faut quand même lever notre chapeau à Osner, qu'il a été un vrai professionnel dans tout ça. Il est arrivé à Laval avec le gros smile. Il a fait un but, première étoile de première game qui est arrivé là. C'est ça, puis il était fier. Ben, c'est un athlète quand même. Il aurait pu boycotter la Ligue américaine. Il aurait pu se dire non, fuck off, moi je reste chez nous jusqu'à temps que tu m'échanges ou on va attendre la fin de la saison pour que tu me rachètes. Puis non, il a décidé allé jouer en professionnel. Puis même au 2e match qu'il a joué, il a fait une passe sur un but important, le premier but de la game.
Puis je pense que c'est un élément important. C'est sûr qu'en ayant Osner, tu as une limite de joueurs, de vétérans que tu peux faire mettre dans ton alignement. Fait que là, d'après moi, ça peut peut-être jouer un peu pour Bouchard. Là. Le Bouchard, il se ramasse avec une défensive. Ben là, il y a Mété qui a été rétrogradé aussi. Mété, t'as Ouellet qui a été rétrogradé. En fait, là, il est au balotage en ce moment, Ouellet. Ouais, il faut qu'il passe par là parce que Noah Jolson va revenir au jeu contre Chicago. Fait que t'as trop de joueurs. Fait que faut que tu te débarrasses de Ouellet. Il jouait même pas anyway. Fait que, mais là, il faut que le monde arrête de capoter aussi Ouellet. Ouellet, c'est un 7e défenseur comme il y en a partout dans la ligue. Fait qu'il faut pas venir fou. C'est ça. Puis du moment que Schlemko va se blesser, il va revenir au pays, lui, là, s'il faut. Là, il pourrait prendre la place à Ouellet. Ou sinon, mettons, si Schlemko se blesse, c'est sûr que Mété peut-être va passer aussi, avant là. lui. Mais ça nous amène de la profondeur. Il y a même une affaire que je peux racheter, c'est que Simon Després, finalement, le toxicomane a ouais, accepté. il a signé finalement. Non, Jess, c'est bizarre parce que finalement, tu sais, qu'ils ont dit qu'il avait signé. Ouais. Il a signé un contrat de décès de 25 matchs parce que le gars, il n'a pas joué. Ah ouais, t'as pas de faire ça? Ok, je savais pas. Moi non plus, je savais pas. Le gars, il y a la Coupe Spengler qui s'en vient. Fait que vu qu'il n'a pas joué depuis qu'il a dit non au Rocket de Laval, il a refusé des deals en Europe parce que la poudre est plus chère là-bas. Lui, là, il s'est dit OK, ben regarde, je veux jouer à la Coupe Spengler. Fait qu'il est allé voir Joël Bouchard. Hey, je peux-tu m'entraîner avec vous autres? Joël, il a dit oui. Parce que Joël, c'est un chic type. Et puis, c'est dans le fond, il va jouer une coupe de match, puis après ça, mais il va crisser son camp à Coupe Spengler pour participer au tournoi, puis après ça, on verra ce qui va se passer pour la suite. Là. En tout cas, mais, à voir, là, mais... Ça amène quand même un autre défenseur supplémentaire d'expérience dans la Ligue américaine. Puis, il est dans notre cours, fait que si jamais il arrive de quoi d'intéressant, qui sait, il peut peut-être percer l'alignement un jour. Là. C'est à voir. Fait qu'en tout cas, on revient, là, mais chapeau à Osner pour son professionnalisme, mais... Crise de bon move là, de s'en être débarrassé. Là. C'est clair qu'il avait plus sa place à Montréal déjà. Là. Il jouait pratiquement pas. Puis en plus de ça, Osner, ce que j'ai su le lendemain, c'est que Bergevin a donné l'autorisation à son agent pour discuter avec toute l'équipe de la NHL pour faciliter une transaction, voir s'il y a de la place pour un gars comme lui. Osner est payé 4,6 millions par année, sa masse salariale. Il n'aurait pas besoin de faire ça, mais il peut quasiment y faciliter la vie. Comme, on n'a pas besoin. Fait que si tu peux y aller, vas-y. Là, mais il faut que ça... Mais qui prendrait ça, Osner, avec un contrat comme il y a? Écoute, peut-être les Kings parce qu'ils sont stupides. Oh, mais ils ramassent ça au draft, eux autres. Là. Au draft, au balotage. L'affaire... Mettons Osner, là, ce qui fait mal, c'est son contrat, sa masse salariale, c'est 4,6. Sauf que si Osner coûte 2,6 millions par saison, là, c'est un défenseur qui a peut-être plus d'allure que ça. Puis tu peux l'avoir comme 7e défenseur ou jouer sa 3e paire pour une équipe qui a déjà, mettons, un bon top 4. Fait que s'il peut devenir efficace rendu là, mais il faut que Bergevin retienne de l'argent pour faire. Puis je me demande quel genre de valeur aurait ce gars-là si on l'échange. Écoute, si on a reçu un choix de 4e monde pour Carl Osner puis qu'on se débarrasse de son contrat, chapeau à Bergevin. Je pense que tu rêves en couleur, là, mais ça... Ça serait un miracle, mais je serais curieux de savoir ce qui va arriver avec. Puis aussi, JF, j'ai des informations à l'heure actuelle sur si on rachète le contrat de Carl Osner cet été. Ouais. Dans le fond, ce qui arrive, c'est que son salaire va être divisé en 6 ans. En 6 ans? En 6 ans. OK. Puis, là, présentement, on n'est pas à côté. On a quoi? Peut-être 8-9 millions de disponibles sa masse salariale. Vrai, On s'en fout du salaire d'Osner. Il ne nous affecte pas. Mais si on rachète son contrat l'année prochaine, il va nous coûter seulement 1,69 millions. Mais dans 2 ans, ça va nous coûter 4,19 millions de dollars. 4, ça fait mal, mais après ça, tu vois, ça tombe à 2. Après ça, ça tombe à 2, puis là, ça, blablabla. 1. Il reste 3 ans, si je ne me trompe pas, au contrat d'Osner, sans compter celle de cette année. Puis si on échange le gars pour 2 millions qu'on paye par année, je pense qu'on pourrait se le permettre, puis ça pourrait être intéressant. Même que rien ne nous empêche qu'on peut garder Osner encore une autre saison de plus puis le faire jouer dans l'américaine. On n'est pas dans le mal de Massalan, fait qu'on peut se le permettre. Puis racheter son contrat après parce qu'il va coûter moins cher. Il va se tanner, à un moment donné, jouer dans la Ligue américaine, je peux pas croire. Là. Il y a quoi, 30 ans, puis c'est un gars de la NHL. Il a dit qu'il veut jouer 1000 games dans la NHL. Fait que c'est sûr que c'est pas à son avantage si ça arrive. Sauf qu'à un moment donné, si il peut pas pogner une job nulle part dans la NHL, si t'es encore avec nous autres puis qu'on te fait jouer dans la Ligue américaine, c'est parce que personne ne te veut. Ouais, tu vas te payer quand même 4,6 millions puis tu vas jouer au hockey. Fait il y a ça. Prends ton mal en patience puis peut-être un jour il va revenir, mais là ça se dessine vers une fin de carrière. Ben, tu le vois nettement qu'il est trop fort pour la AHL. Fait que c'est peut-être un côté qui va nous amener à l'échanger éventuellement. Ou nous faire gagner la Coupe Calder. La Coupe Calder. C'est écœurant. C'est lui qui fait le but gagnant. Ben, ça va juste l'aider à l'échanger après. Ah, ça se pourrait. Quelqu'un va lui donner une seconde chance. Puis dernier, c'est Sherbak qui a été mis au balotage et qui a été réclamé par les Kings. On n'en parlera pas trop tout de suite parce que... On va en parler un petit peu plus tard. Après les extraits audio tantôt, on a comme...
genre de petit peu d'éducation à faire aux gens, je pense. Ouais. Parce que tout le monde capote sur les first round picks canadiens, mais il faut regarder de façon globale dans la ligue comment ça marche. Ça lit des titres sans lire le contexte. Voilà, fait que on a des petites infos de plus, mais... Tu voulais-tu parler du commentaire de Renaud Lavoie sur Sherbak tout de suite ou tantôt? on peut en parler là, ouais. Il est allé... Il y avait le meeting des gouverneurs cette semaine. Ça, c'est malade, pour vrai. J'aurais pu prendre l'audio, ça sortit tantôt, là, mais... Ouais, c'est ça, c'était last minute call, Ouais, parce que c'était ça pendant l'émission que ça a pas de bon sens. fait, là. Puis... Écoute, Renaud. Luc Robitaille, il est le président des Kings de Los Angeles, puis il s'approche vers Renaud Lavoie, puis il dit hey, Renaud, comme ça. il dit on a-tu pogné un bon gars? Puis là, Renaud Lavoie, il a dit ben dans un mois, tu vas le crisser au balatage. En voulant dire que non, t'as pas pogné un bon gars. Ce n'est pas un gars de la NHL. Puis le pire, JF, c'est que j'ai retenu quelque chose. Je me suis dit, OK, le gars, il a été réclamé par Los Angeles. Je suis prêt à gager, esti, ma maison, que le gars, là, son visa, il est même pas fait, esti, pour qu'il joue aux States. Non, mais il vient d'être fait aujourd'hui, j'ai vu des nouvelles. Fait que c'est ça. Fait que ça a été long encore, un esti de russe qui fait pas ses papiers. Mais moi, c'est Luc Robitaille là-dedans que je suis comme... C'est inquiétant, hein? Dude, the fuck, là, pourquoi faut-être demander à un journaliste, surtout Renaud Lavoie, à TVA, si ton gars que t'as été chercher au balotage, c'est un bon joueur? T'as pas des scouts du monde qui checkent ça? Ah non, ça comme... Qu'est-ce que tu fais? Hey, si imagine à Montréal, Luc, Bergevin, il reste informé sur un journaliste d'un autre média, d'un autre pays, genre, pour voir si tel gars, il est bon. On l'aurait envoyé chier, je pense. C'est clair. Mais non, Sherbak, il peut bien aller chier. Mais Renaud avait comme pas d'allure à dire ça non plus, même s'il a complètement raison. Là, pour ça, je trouve que Renaud, il a eu du guts de le faire. Encore une fois, notre bon fan, Matt Lamar, qui nous ostine que Sherbak, c'est un gars de la NHL. Matt, Carlis. On va voir, Matt, mais... peut-être pour les Nordiques. Je sais pas. Il n'y a pas de club. Ce serait malade. Hein? Ouais, ça, j'ai mis des nouvelles sur tantôt, mais Seattle, s'ils appelaient ça les Nordiques, là, t'imagines ça la claque dans la face? Ah, moi, je leur donnerais un petit chèque. Fait qu'avant d'aller faire les extraits audio de JF, on va faire la section qui s'appelle les questions du Patreon. Donc, on a 2 questions des Patreons cette semaine. OK. Fait que, premièrement, Alexandre Anger qui nous dit bonsoir à vous tous. Nous deux, étant nous tous, parce que le reste de l'équipe est en congé ce soir. Ouais. Donc, petite question pour la soirée du podcast. Avec environ le tiers de la saison de jouer, quels ont été vos matchs préférés à regarder, victoire et défaite? Il dit que pour lui, victoire, c'était le match du 1er novembre contre Washington. Avec la grosse remontée, puis les 2 buts de Kotkaniemi et tout ça. Puis il dit que dans la défaite, pour lui, c'est son premier match de Toronto, l'ouverture de la saison, dans le fond. Puis je peux pas argumenter avec ça parce que je pense qu'il c'est exactement ce que moi aussi j'aurais dit, probablement. La première game était tellement bonne à voir. On a perdu fair, là, je pense en prolongation, on avait perdu. Ouais, exactement. Mais tu sais, c'est comme le retour du Canadien pour la saison, puis tu regardes ça, puis t'es comme oh shit, on a une nouvelle équipe. Puis on est encore là, on se dit ça va être une saison ordinaire, on s'en fout un peu. Puis là, on était capté. On a vu l'équipe qui lâchait jamais puis qui patinait vite. Wow, exactement. Puis c'est les Leafs, on parle des Leafs, les champions de la Coupe Stanley en 2019. Et voilà. Puis pour la victoire, effectivement, celle de Washington. Écoute, même cette game-là, je pense que la majorité du monde pensait qu'on mangerait une crise de volée. Là, puis on perdait, on a gagné. Pas plus simple mais que ça. Mais ça, j'ai Alex, je peux pas me signer avec toi. C'est exactement les deux mêmes que j'aurais appris. Il y a un flair pour ça, tu as entièrement raison. Ça a dû rabattre la game de Washington comme, mettons, hype des meilleurs games de la saison. Là, pour, les gens, vous pouvez commenter dans le chat là, si jamais vous avez d'autres... Ouais, sur des suggestions de games qu'ils ont appréciées ou qui ont une défaite, qui ont trouvé que, tu sais... Parce que même, ça m'a pas dérangé de perdre contre Toronto parce que j'étais content, mais je dois t'avouer que par après, quand on a commencé à avoir une belle séquence, chaque défaite, pour moi, avait un goût amer. Ouais, mais c'est clair que... C'est ça. Et voilà. Pour une saison l'année passée, on disait on va finir en cave. On s'en colle ça un peu, tu sais. C'est quoi? C'était Tank for... c'est qui le gars qu'on voulait aller chercher? Là? C'était quoi son crise de nom? Là? Tank for Dallin. Ouais, pour Hughes. Non, c'est pas Hughes qu'on voulait après ça. Ouais, Hughes, finalement, il est sorti après. Lose for Hughes. Non, mais l'année prochaine, c'est qui? Ah, c'est Jack Hughes. Ouais, Jack Hughes. Lose for Hughes. Lose for Hughes. Fait que l'autre question qu'on avait, c'est de Yves Boyette qui dit « Avez-vous déjà été voir les Canadiennes de Montréal? Pourquoi on n'en parle pas? Est-ce que... Tu vois de la pub pour les Canadiennes de Montréal. J'ai oublié que ce club-là existe. Moi. Je sais pas où ils jouent. Puis c'est ça le problème, en fait. Puis c'est pour ça que moi, j'ai jamais été les voir. Puis c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je sais même pas que ça existe, on dirait. Non, la seule fois que je vais écouter le hockey féminin, c'est aux Olympiques. Moi aussi, parce que sinon, on dirait que tu sais pas ça joue quand, ça joue où, il y a aucune publicité. Fait que... je sais pas s'il y a du monde dans les estrades à part les membres de la famille. J'imagine que oui, mais pour vrai, je blâme les médias. Triste, je blâme les médias pour ça, de pas faire de la couverture plus. Écoute, ils en ont parlé cette semaine. C'est quoi la Ligue des Canadiennes? C'est comme la WBA, de moto basketball. Il y a une ligue pour femmes. Encore là, personne ne sait, personne qui a gagné l'année passée. Puis là, c'est comme la NHL des femmes. Puis écoute,
premièrement, tu t'en vas dans les statistiques des journaux. Là. Je pense même pas que le classement est présenté. Tu sais même pas c'est qui les marqueurs. Il y a fuck all, c'est ça qui est malheureux. Puis c'est les Canadiennes, puis la presse, eux autres font peut-être un article par mois pour résumer un peu les activités qui s'en ont là, ce qui est triste. Et puis, dans le Journal de Montréal, ils en parlent tout simplement pas parce que marque de foi. Trop occupé à se peigner. Ou dire des bêtises sur plein de choses. Fait que ben, c'est ça notre message. On veut plus de publicité pour les Canadiennes. Ben ouais, est-ce que c'est ça? Il faut la pub pour le Rocket, mais pas pour les Canadiennes. Fait que puis le Rocket, je peux comprendre parce que c'est le club école du Canadien de Montréal. Mais on veut la parité dans le hockey. Les Canadiennes de Montréal sont probablement meilleures que l'Impact puis meilleures que les Alouettes. Puis le hockey, c'est notre sport national. Fait que, on peut-tu avoir un peu plus d'exposure, s'il te plaît? Tu passes quoi, Jeff, dans le chat sur Facebook? Monsieur Chalifou qui dit premier live depuis un bout. Bon show, les boys. Je te salue, Salut, Nick. Correspondant de l'Ouest. Il y a Patrice Binette qui dit Team GF. Il n'aura jamais si bien dit. Donc, voilà. Au moins, c'est bon parce qu'il est de tous les bords en même temps. Même. Et puis Dom, Papa Cassette, qui nous dit tout le monde se fait balloter, me semble, ces temps-ci. Blessés, retour des joueurs qui reviennent. C'est comme un peu les Kings. Ils ont été réclamés 2 joueurs, dont Nikita et puis Lipstick. C'est bizarre, hein, par exemple, 2 noms de même. Parce que les Kings ont tellement de blessés, sauf que l'affaire qui est ridicule, c'est que quand ces blessés-là vont revenir, ces joueurs-là vont retourner au balotage. Fait que c'est juste une mauvaise gestion de la part d'une équipe qui se prend pour des Hollywoodiens. Ouais, puis nous autres, on a bien des blessés. Fait que là, quand les blessés reviennent, il faut que tu redescendes des gars puis t'as pas le choix de les passer par le balotage. Fait que... Oui. Et puis Patrice Binette qui dit Vegas. J'imagine que c'est pendant qu'on parlait de Vegas qu'il a juste fait un shout-out à Vegas. J'imagine que c'est ça. Bon, fait qu'on est à jour, Jeff. Fait qu'on peut passer dans la deuxième section du podcast. Fait qu'on va aller sur les extraits audio. Et ce soir, c'est le temps de boire. Fait que si Alex nous écoute, on fait une bière. Et puis... Donc, les extraits, c'est de Claude Julien et ça a été après le match contre les Rangers. Match qu'on avait gagné 5-2, donc c'est là que Weber est revenu. C'était son deuxième match. C'est là qu'il a joué les 2 buts en 16 minutes. Écoute, ça faisait 6 games en ligne qu'on perdait, je pense. Ouais, voilà. Fait que il va nous parler. Non, il y a quelqu'un qui se fait couler de l'eau en haut, c'est ce qu'on entend. Ah, OK. Je vais demander. Fait que premier extrait, il parle de la performance de Brett Kulak en compagnie de Weber. Je trouve qu'il a joué un bon match. Écoute, c'est un gars qui patine bien. C'est un gars que je trouve qui ferme le jeu quand même assez rapidement. Et puis, ce que j'ai vu ce soir au moins, c'était un match, c'est que c'était un bon match. C'était un match, mais c'était un bon match. Ce que j'ai vu ce soir, c'était un match, c'était un bon match. Merci Claude pour la concision, c'est tout le temps très apprécié. C'est bon, Claude. Tu penses-tu que Claude, quand il arrive dans la chambre d'hôtel, après, il fait comme qu'est-ce que j'ai dit là? Ou il s'en rappelle plus, puis il s'en calisse? Non, parce que je pense que c'est comme automatique. C'est comme, mettons, tu sais, les poupées là, que tu crains dans le dos, là, puis il va dire ses affaires. Puis il roule une cassette. Là, quand ça jamme, c'est parce que la corde est poignée. Puis après ça, il se retourne chez eux, puis il fait ses affaires. Tu sais, c'est un gars qui doit sûrement écouter. Je sais pas qu'est-ce qu'il écoute à la TV, ce gars-là. Je sais pas, mais il doit boire sa sauce, en tout cas. Ah, c'est sûr, genre. En faisant vraiment un bon son là, de buvage. Ah, Claude. Deuxième extrait audio maintenant. La différence entre le premier match versus le match des Rangers et celui-ci. Je sais pas ce que ça veut dire, mais on va voir. Écoute, comme tu es quand même une jeune équipe, c'est d'apprendre à gagner. Puis ça, c'était tôt dans la saison. Je crois pas qu'on a approché la troisième période de la bonne façon. On a joué un peu sur les talons. On n'a pas pris des bonnes décisions. On a laissé New York prendre le contrôle du jeu en troisième. On en a discuté ce soir en disant que faut quand même continuer à apprendre à gagner. Puis dans des situations comme on était après 2 périodes, un avantage de 4-2, c'était de jouer notre meilleure période en troisième en jouant une période solide, en prenant les bonnes décisions, en minimisant les revirements dans zone neutre. Si on n'avait pas dû la mettre dans le fond du territoire, puis continuer avec un échec avant. On veut jouer sur le bout des pieds, pas sur les talons, mais en même temps, on veut prendre des bonnes décisions solides. C'est ce qu'on a fait en troisième. C'est ce qu'on a fait. Dans le fond, ce que je voulais dire, Jeff, c'est que c'était la question du journaliste, c'était, mettons, c'est quoi par rapport à l'autre le premier match contre les Rangers, où que le défenseur a fait un nord-sud pour aller. Là, encore une fois, là, je m'inquiète pour Claude. Un petit message, Claude. Tu peux mettre des virgules puis des points dans tes phrases. Tu sais, prendre un souffle des fois. Là. C'est pas une course. Il est arrivé troisième puis il n'y a plus de souffle. Je pense qu'il a hâte de finir, que ça finit. Genre, il a hâte d'aller manger son. J'ai l'impression qu'ils font le scrum d'après-match, genre au troisième, puis lui, il monte les marches, là, genre en courant, puis il arrive, il est essoufflé. Là.
On n'a jamais... C'est à quel étage le podium pour faire les conférences? Il y a pas au Canadien, je sais pas, c'est où. C'est-tu au dernier étage? Puis il doit pas l'ascenseur est tout le temps fermé? Il doit pas un escalier roulant, je peux pas croire. Ou tu sais, les affaires genre électriques que tu mets dessus, puis là, t'avances, les cas s'appellent. Le genre de l'affaire que t'es overboard ou. Non, l'affaire que t'es assis, puis ça te montre les marches, là, comme les vieux. Là. Ah, peut-être. Moi, je pensais, mettons, l'affaire que t'étais debout, puis ça roulait, là. Bzzz, puis là, les chaque kilo, c'est pété à gueule, à un moment donné, avec ça. Ouais, les genres de Segway, mais avec pas de manche. Là. Ouais, c'est ça. C'est que ça a l'air dangereux, cette patente-là. Puis, j'ai viens d'avoir un flash. Tu sais, on se demandait quel épisode que Claude écoute chez eux. Je pense que c'est le genre de gars qui écoute genre NCIS. Ah, sûrement, là. NYPD Blue, pis affaires-là. Ah, Claude. J'aimerais ça voir Claude arriver sur un petit Segway, pas de manche, puis juste tomber sur le dos. Là. Ça serait écœurant. Le pire, c'est que je pense que tout pèterait. Claude qui a coupé son pinch de Stone Cold Steve Austin. Donc il est revenu clean cut. Mais depuis qu'il y avait son pinch, on perdait. Hein? C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être ça, dans le fond, il y avait le problème d'être trop sévère. Ouais, ou les gars ne le prenaient pas au sérieux parce qu'il avait l'air trop ridicule. Comme toi, il va nous faire des stunners. Avec sa casquette de l'armée, tu sais. Oui, c'est vrai. C'était comme une casquette. Il avait vraiment l'air de Austin pour être. Ah, c'est fou, là. C'est juste qu'il y a une plus grosse bédaine. Puis une voix plus étouffée. Ouais. Donc, troisième extrait maintenant, il nous parle de Lekonen qui finalement débloque enfin Lekonen. Ah, Lekonen travaille fort depuis le début, puis ça s'est mis à débloquer. Donc, on écoute l'extrait. Mais comme vous autres, on l'espère tous, là. Je pense que les gens espèrent qu'il débloque, comme que nous, on espère qu'il débloque aussi. C'est un gars que moi, je crois qu'il est capable de marquer. Quand même, c'est une base assez régulière, tu sais. Puis, c'est qu'on espère que les deux buts ce soir vont l'allumer un peu, parce qu'on va voir un petit peu plus de régularité dans ses buts. Dans ses selles aussi. Oui, puis il a scoré la game suivante contre Ottawa en plus. Il y avait une petite séquence. Puis j'aime beaucoup le duo Lekonen puis Kotkaniemi présentement parce que, écoute, même la passe de Kotkaniemi sur le but de Lekonen contre Ottawa. Là, il est fort, Kotkaniemi. C'était quelque chose. À voir, la finish line. Bon, Kotkaniemi, t'as-tu vu cette semaine, il a pris le micro de je sais pas qui pour faire l'entrevue? Ah, je l'ai entendu parler, mais j'ai pas vu c'était quoi. Je pense, je sais pas si c'était Olsen qui faisait. Je me rappelle plus qui faisait l'entrevue d'après-match. Puis il a pris comme le micro d'un des journalistes, puis il était comme habillé en joueur, pas de chandail. OK. Puis il a juste mis le micro devant tout le monde, puis comme s'il faisait l'entrevue, puis il avait le gros smile dans la face. Là, oui. Puis il y avait même Kotkaniemi qui disait que quand il a vu le premier shot de Weber, là, il a dit ça en mi-culotte. I peed in my pants. Avec son accent de lutin. C'est carrément. Non, mais les gars ont du fun. Puis j'aime son attitude à ce jeune-là. Il va être le fun. Je pense pas qu'il va devenir jamais un superstar, mais il va devenir un très bon joueur. Là. Même que c'est tôt. C'est lourd pour le dire encore. Si même. Il a le potentiel de ne pas être une superstar. Je sais pas, c'est ça l'affaire. Parce que le gars, il a un flash. Mais il est tellement intelligent à la glace. C'est ça. Là, une saison. À chaque fois qu'il va dans une nouvelle ville, pour lui, c'est nouveau. Là. Il dit OK, on est à Dallas, tabarnak. Colorado. Ouais. Fait que, il est encore émerveillé. Quand que la saison va finir, d'après moi, ce gars-là, il va peut-être prendre une couple de semaines de congé pour, comme n'importe quel jeune, avoir une vie, jouer au Nintendo. Puis après ça, il va retourner au gym. Puis je pense que l'année prochaine, il va être encore plus puissant. C'est pas le type de joueur qui va avoir une gang de deuxième année. C'est plus le type de joueur qu'il va faire comme OK, voilà. Puis il va catcher tout de suite. Il va prendre la masse aussi. Là. Il est quand même juste 18 ans, le jeune, dans ce moment. Puis il va améliorer son coup de patin. Puis même il est déjà très bon, je trouve. Là. Oui, puis Dano, il a de la misère un peu offensivement, mais il travaille super bien défensivement. Puis même à un moment donné, je me dis, Chris, pendant une game, serais-tu game de faire le switch Kotkaniemi puis Dano, genre Dano sa troisième, puis Kaka qui s'en va avec Gallagher puis Tatar. Ouais, pourquoi pas? Il joue déjà sa première vague de powerplay, fait que c'est déjà quelque chose. Puis plus ça va aller, surtout en deuxième moitié de saison, je pense que on va avoir... mais dans une game que ça va bien, et Julien pourrait l'essayer là, aussi, faire des rotations, juste pour comme, on va essayer de swapper des centres. C'est juste pour fucker un peu l'adversaire, avec leur plan de match, tout ça, peut-être à l'étranger. On appelle ça du coaching, JF. Et voilà. Okay. Et quatrième extrait, le retour au jeu de Paul Byron. C'est sûr, c'est deux éléments quand même importants. On sait que Paul Byron, là, quand il était son meilleur, il met les défenseurs de l'autre équipe sur le talon. Parce qu'avec sa vitesse, puis son échec avant, c'était assez évident ce soir sur le jeu de puissance qu'on voulait vraiment lui enlever son lancer. On protégeait beaucoup ce côté-là de la patinoire pour justement forcer le jeu de l'autre côté. C'est le respect que ça donne, disons, à notre équipe quand on a des joueurs comme ces deux-là dans l'alignement. Il est beaucoup porté sur les talons et les orteils ce soir, Claude. C'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, le retour de Paul Byron. C'est ça qui il a-tu fait un lapsus où il niaisait ou il est juste très sérieux puis il avait le Paul Byron? Écoute, quand j'écoutais la vidéo... Il pense-tu que c'est un francophone?
Il parle français un peu, mais à la Brian Savage. Brian Savage. Je sais pas. C'est comme... Dur à dire, mon gars. Tu sais, quand tu t'amènes à ton bureau, t'appelles-tu Paul Byron ou tu t'appelles Paul Biron? Paul Biron, come in my office, please. Sur le banc. Come on, jump on the ice, Biron. Allez, Biron! Allez, Biron, vas-y. Ah, il doit l'appeler Paulie. Paulie. Ouais, cette semaine, ils ont pratiqué des chandails avec des surnoms dans le dos. Ouais, c'est ça. La gang contre Ottawa, mardi, ils ont tous mis les surnoms des joueurs. Webby, Pricey. Puis il y a même un nom, genre. Puis pourquoi Weber, ça pas marqué Dad? Genre? Je sais pas, c'est Webby. Papa. Puis même Domi, son nom c'était Shooty. Puis sacrément, je me trompe pas, peut-être je me trompe de joueur, là, mais c'est Andrew Shaw qui a appelé un ancien coéquipier à Max Domi pour lui demander c'était quoi son surnom. Ah ouais, pour vrai. Puis Shooty, ça vient d'une joke qui s'est passée en Arizona avec Domi. Fait que là, Shaw, il a comme dévoilé ce surnom-là, puis finalement, mais c'est ça qui s'est retrouvé sur son chandail. Fait que, Chris, les gars, ils font le devoir en tabarnak. Ils font le devoir, ça se niaise beaucoup. Fait que l'atmosphère est bonne dans le vestiaire quand tu vois ça. Là. Ah, c'est ça, cool. Kotkaniemi qui déconne, tu sais, le petit gars avec l'oiseau pour ceux qui ont la cage d'en face. Ben, tu viens de faire un flash, là. Je pense que ça faisait longtemps que j'ai pas vu un jeune joueur être accepté autant par les autres. Il y a toujours un vétéran qui dit « Ah, il a comme peur de faire perdre sa job. Ouais, comme Subban. Subban, il dérangeait. Il dérangeait, tout le monde envoyait chier. Gill était tout le temps sur son dos. Puis Kotkaniemi, on dirait que tout le monde l'a pris comme son grand frère, son le petit frère. Et même sur Instagram, c'est le Instagram de Andrew Shaw encore. Chris, il écarte tout le monde. Sont-tu comme en train de devenir comme une genre de famille, là, cette équipe-là? Ben, pas mal. Puis l'affaire qui était drôle, c'est quand il faisait le voyage dans l'Ouest, Kotkaniemi, genre, il portait une tuque, puis il ressemblait, genre, au vilain dans Home Alone, là, Daniel Stern. Puis, tu sais, il portait sa tuque un petit peu trop, il cachait pas ses oreilles, genre, les jeunes, une tuque, il cache pas les oreilles. Puis là, il était comme placé en arrière du dossier. Puis, tu sais, le zoom dans Instagram que tu fais avec des petits cœurs, là. Ben, c'était ça qu'il avait fait Shaw sur Kotkaniemi. Puis le pire, c'est que je sais pas si Kotkaniemi a réalisé que Shaw, c'est ça sur Instagram. Sûrement, il devait en avoir, ça n'a pas de bon sens. Ah ouais, parce que il me semble que Kotkaniemi, j'ai pas vu de compte Instagram vraiment sur lui. Peut-être qu'il a peur genre de se faire chicaner si tout le temps sur son téléphone. Ouais, je sais pas là. Mais non, puis écoute, ça s'écœure entre eux autres, c'est le fun. Price sourit un petit peu plus. Price, il a dû se faire parler en esti pis son attitude aussi. Là. Ils ont tous crissé le monde qui a une mauvaise attitude dehors, puis Price, c'est le dernier qui est encore là, que des fois, il boude, là, il a dû se le faire dire, d'après moi. Là. Ben, c'est sûr que maintenant, si l'attitude ne fait pas l'affaire, Bergevin va s'asseoir avec, puis il va parler. Puis il y a un gars qui connaît bien le team spirit, c'est Bergevin, c'est un rassembleur. Tout le monde l'aime. C'est un gars qui se cache dans les sacs de hockey. Fait que le gars, Chris, il sait de quoi qu'il parle dans le vestiaire, puis je suis certain que dans le fond, quand c'est des choses qui arrivent, il y a sûrement une petite discussion dans le bureau du directeur pour ces affaires-là. Là. Puis Weber aurait donc dû garder sa moustache. Là. Ouais, c'est comme c'était juste pour le Movember Star. Il faisait tellement papa. Là, la seule façon qu'on pourra la revoir, cette moustache-là de JF, c'est si on fait un playoff. Ouais. Faudrait au moins ça serait magique. J'ai beaucoup aimé aussi cette semaine ce que j'ai vu. Ils sont allés dans un hôpital porter des cadeaux, puis c'était Weber avec les deux lutins. Ouais, ça faisait vraiment cliché. Mais non, mais c'est tellement drôle parce que t'as Weber qui est super grand, puis t'avais. Les deux lutins, c'était vraiment genre réel. C'était Gallagher puis Byron, je pense. Ben, c'est pour ça, c'est comme, tu sais, tu peux pas inventer ça. C'est fou, là. C'est excellent. C'est comme s'il quasiment il traînait dans ses bras, tu sais. Mais Weber, il a pris l'équipe dans ses bras aussi, justement. Là. On dirait qu'il... ouais, c'est vraiment le bon père. Là. Ah, c'est sûr que s'il y a un spin Noël d'équipe, c'est lui qui va inviter tout le monde. Fait que JF, on va retourner sur le cas de Nikita Scherbak et puis Dom, tantôt qui disait qu'il y avait beaucoup de monde qui se faisait balloter. Beaucoup de monde. Dans le fond, la première action, c'était encore un choix de première ronde gaspillé. Fait que je vais commencer par remettre à l'écran quelque chose de JF. Donc ça, c'est les choix de première ronde des Canadiens de Montréal depuis 2007. Et puis c'est pour ça que beaucoup de gens, à la base, vont chialer. Puis quand tu restes en surface de l'information, c'est sûr que tu peux faire comme hey, c'est la crise de merde, ce draft-là. Pourquoi on n'a plus personne de ça? 2007, Ryan McDonough. 2007 également, Max Pacioretty. 2009, Louis Leblanc. Ah, Louis Leblanc. 2010, Jarrett Hardy. 2011, Nathan Beaulieu. 2012, Alex Galchenyuk. 2013, McCarron. 2014, Scherbak. 2015, Yolson. 2016, Sergachev. 2017, Ryan Poehling. Et puis 2018, Jesperi Kotkaniemi. Donc là-dedans, bon, on se rappelle que McDonough, c'est la faute à Gainé qui voulait gagner absolument. Hostie de mauvais trade qu'on lui pardonnera jamais. Ah, il avait besoin de son centre numéro 1, puis au lieu de signer Koivu, il était chercher Scott Gomez. Pacioretty, puis là, rien à dire. On a eu par contre, Pacioretty, un joueur qu'on a repêché, qu'on a développé. On l'a gardé longtemps. On l'a échangé pour Tatar. Et soit deuxième ronde à déterminer cet été. Et Suzuki.
qui fait qu'on a rajeuni l'équipe. Puis c'est un choix de première ronde en 2017. Il est sorti 13e au total. Après ça, Louis Leblanc, fail. Tenordi échangé. Ben, Jeff, si tu me permets, en 2008, le choix de première ronde, on l'a échangé pour Alex Tanguay. Et le choix de première ronde que M. Timmins voulait avoir, c'était John Carlson des Caps. Tenordi échangé, Beaulieu échangé, Chucky échangé. Fait que tout le reste, c'est... Chucky, on l'a cherché un choix de première ronde qui est sorti en 2013 encore, qui est devenu un élément important et clé pour le Canadien. Mais tu sais, même affaire pour Sergachev, on a cherché Drouin, fait que c'est quand même un échange qui en fait plus. de la peine. Mais tu sais, le problème, c'est sûr que c'est weird de voir des premiers choix partir comme ça en autant grand nombre. Puis il y a beaucoup de là-dedans qui vient du développement, je pense. Puis il y a aussi une bonne partie qui vient juste du joueur en tant que tel. Ben, c'est sûr Choqué a une attitude de merde. Beaulieu, c'était une attitude de merde aussi. Leblanc, c'est un fail tot. C'est un attitude d'erreur, Leblanc, là, par exemple. Puis une autre affaire aussi, j'ai remarqué une stat importante, c'est que là-dessus, il y a beaucoup de joueurs qui ont été repêchés dans le 25e rang et en bas. Là. Puis, c'est quoi la moyenne au bâton dans la NHL, JF, pour une équipe qui repêche dans ce coin-là? Non. Pour devenir un joueur d'impact à Montréal ou un NHLer, pas à Montréal, mais dans la NHL, je veux dire, 12%. C'est pas beaucoup. Fait que c'est pas facile de trouver un joueur, un stud qui va sortir dans ce rang-là parce que, écoute, de cette position-là, avec un choix de deuxième ronde, le gap est tellement grand que tu peux pogner un esti de bon joueur en deuxième ronde qui va surclasser ce gars-là parce que là, ça va être une job des scouts. Fait que ça, oui, il y a des choix de première ronde qui ont fait le club là, mais il y a des choix de deuxième ronde, par contre, qui ont fait le club avec Montréal dans la même année. Puis pour Sherbak, juste pour revenir sur lui, le monde Timmins, sur 184 joueurs qui ont été repêchés après Sherbak. Mettons que Chris, on aurait dû prendre quelqu'un d'autre à la place de Sherbak. Tu sais combien de joueurs qui ont joué plus de 100 games dans la NHL sur 184? Voilà, pas beaucoup. Il y en a 8, JF. 8 sur 184. C'est une année de marde. Fait qu'à un moment donné, il faut s'en revenir. Sherbak, en tant que tel, en quoi? Il y a eu 5 camps d'entraînement? Il n'a jamais rien montré de bon. Il a le talent... Il y a les mains, mettons, mais... c'est pas assez, ça prend l'intelligence à la glace, puis faut que tu travailles, puis il avait l'air perdu, puis... Il comprend pas le plan de match, puis en plus de ça, tu sais, si le gars n'a pas joué une game depuis le début de la saison, c'est parce qu'il y a quelque chose qui fait pas correct. Des Sherbak, il y en a plein dans la ligue, là, c'est... Ah ouais, écoute, t'en as dans ton club dans la ligne américaine, des Kings qui l'ont pris, juste à voir Luc Robitaille poser des questions comme ça, tu sais que ça vraiment pas ce qu'ils font, puis les Kings, présentement, sont 30e dans la NHL. Et voilà. Fait que Jeff, ce qu'on a pensé faire aujourd'hui, c'est qu'on va vous mettre les 16 premiers choix de repêchage depuis 2012. Et on va voir là-dedans qui joue encore et qui, tu sais... Qui est des choix douteux? Des choix douteux, puis tu sais, vraiment, là, on regarde le Canadien tout le temps en détail, mais on regarde pas nécessairement la Ligue au complet en détail. Fait qu'on va voir s'il y a beaucoup de monde qui joue encore ou s'il y a une majorité qui ne joue plus. Ça, c'est pour toi, Matt. T'as pas le droit de caller out des fans demain. OK, fait qu'on commence avec 2012 ici. Fait que je vais vous les dire en ordre. Numéro 1, Neil Yakupov. KHL. Numéro 2, Ryan Murray. Joueur de ordinaire. Numéro 3, Galchenyuk. Joueur de centre. Plus maintenant. Numéro 4, Griffin Reinhard. AHL. Numéro 5, Morgan Riley. Top 2 à Toronto. Numéro 6, Hampus Lindholm. Top 4 défenseur à Anaheim. Quand même pas si mal. Il y en a... Ben, c'est pas un défenseur qui va faire 50 points par année. Non, mais ça reste quand même que... C'est un bon top 4 pareil. Là. Mais tu sais, il faut que tu en aies quand même qui sortent dans les top 16, mettons. T'en as qui vont jouer, c'est clair. Là. Ah oui. Numéro 7, Matt Dumba. Matt Dumba, c'est un top 2 à Minnesota. Ouais. Numéro 8, Derek Pouliot. AHL. Numéro 9, Jacob Trouba. Top 4 à Winnipeg, mais beaucoup de problèmes contractuels à chaque fois qu'il faut qu'il négocie. Il va être échangé. Fait que numéro 10, Slater. Lui, là. Attends, t'as fait une faute de frappe, esti. Non, mais c'est vraiment ça son nom. Slater Quick. Qui a repêché ça? Je sais pas, faudrait que j'aille voir. Je vais te répondre à cette question, Jeff, parce que tu me l'as dit tantôt. Là. Ouais, vas-y. C'est Tampa Bay. Tampa Bay, je pensais que c'était eux qui ne faisaient aucune erreur au repêchage. Ils ont repêché 10e un gars que tu pourrais faire 100 points au Scrabble, mais aucun dans NHL. Et voilà. Numéro 11, Philippe Forsberg. Bon, ouais, ben lui, dans le fond, c'est Washington qui l'a repêché puis qui ont donné à Nashville pour Martin Erat. Voilà. Numéro 12, Mikhail Grigorenko. Un flop total. Numéro 13, Radek Faksa. C'est un joueur correct pour les Preds, là. Mais tu sais, genre top 9. Là. Numéro 14, Zemgus Grigersons. Une bonne saison, 4e trio, 3e des fois à Buffalo.
Numéro 15, Cody Ceci, lui qui joue pour les Sénateurs. Cody Ceci porte très bien son nom. Ouais. C'est un défenseur quand même de 25 ans, mais qui est maintenant, c'est triste à dire, mais c'est un pilier à Ottawa. Et bizarrement, numéro 16, Tom Wilson. Tom Wilson, mais qui a quand même eu un impact avec Washington, mais il est sorti dans le top 16, pareil, pour un. Fait que tu vois, 2012, il y a quoi? Il y a peut-être la moitié des joueurs qui ont bien fait. Ben juste dans le top 3, il n'y a aucun joueur d'impact. Le premier joueur d'impact qui est sorti, c'est Morgan Riley. Ouais. Même que je te dirais que si on devait refaire le repêchage en 2012, JF, Forsberg, Riley et Matt Dumba seraient mes premiers choix, suivis de Trouba. Puis pour le reste, c'est pas des super vedettes. Là, Philippe Forsberg, quand même, pas pire. Là, moi, ça serait mon premier choix à ce repêchage-là, si c'était à refaire. Hey, Neil Yakupov, on s'en va maintenant en 2013, JF. Donc, 2013, voilà. Ça, c'est une grosse année. Grosse année, surtout au début. Numéro 1, Nathan McKinnon. Un des meilleurs marqueurs de la NHL. Numéro 2, Alexander Barkov. Meilleur joueur à Floride. Numéro 3, ton prince, Jonathan Drouin. Et oui. Numéro 4, Seth Jones. Que les Preds ont repêché par surprise parce qu'ils pensaient qu'ils sortiraient dans le top 3. Là, mais les Preds ont échangé pour aller chercher leur joueur de centre numéro 1 qui marque 10 buts par saison, Ryan Johansson. Voilà. Fait que c'est quand même bien à date pour celui-là. Numéro 5, Elias Lindblom. Qui est un joueur que les Hurricanes ont échangé cet été. C'est-tu le frère de l'autre? C'est un joueur de centre. Non, c'est Handlum. Lui, c'est Lindholm. Genre, c'était des ennemis. Non, mais t'as Hampus Lindholm aussi dans 2012. Ah, c'est deux Lindholm, mais je pense pas que c'est des frères. Non. Numéro 6, Sean Monahan. Centre numéro 1 à Calgary. Ouais. Numéro 7, Darnell Nurse. Un défenseur que Edmonton a repêché puis qu'il joue dans le top 4 à l'heure actuelle. 8, Rasmus Ristolainen. Connu une très bonne première saison, top 4 à Buffalo. Le numéro 9, Bo Horvat. Centre numéro 1, connaît une très bonne saison. Horvat. Excuse-moi, Horvat. Numéro 10, Valérie Nichushkin. Je vais même dire que Simon Boisvert, un expert dans le hockey junior, disait que c'était le prochain Malkin. Et joué à Dallas, est allé en KHL, est revenu à Dallas et ne calisse rien. Voilà. Numéro 11, Samuel Morin. Hey, les Flyers qui repêchent 11e un joueur qui n'a jamais joué dans la NHL et qui est tout le temps blessé, c'est le nouveau Jared Tenordi, mais québécois. Numéro 12, Max Domi. On sait, pas besoin de rien dire. Pas besoin d'introduction pour Max. 13, Josh Morrissey. Un défenseur très efficace dans le top 4 à Winnipeg. 14, Alexander Wenberg. Bon Suédois qui a commencé bien à Columbus, mais que là, ça devient un centre, deuxième, troisième trio. 15, Ryan Pulock. C'est un défenseur, si je ne me trompe pas, puis il commence à débloquer, mais c'est pas une super vedette. Et numéro 16, Nikita Zadorov. C'était supposé être le prochain grand défenseur russe que Buffalo a repêché et qui a finalement échangé au Colorado. Et puis, il tarde à se développer. Cette année-là était quand même très forte au niveau du repêchage, je te dirais. C'est probablement une des meilleures dans les 5-10 dernières années. Ce qui est triste, c'est qu'on dit que c'est un des meilleurs repêchages. Puis Philadelphie, Chris, ils ont pris la peine d'aller chercher Samuel Morin. Et puis, si je peux revenir en arrière, Marc Bergevin, je ne sais pas si tu t'en souviens, il disait qu'il y avait une entente avec Philadelphie pour avoir leur choix de première ronde, mais que Philadelphie ont choqué à la dernière minute. Le joueur qu'il voulait, c'était Max Domi. Ah ouais? Comme quoi, tout est dans tout. Imagine si les Flyers auraient repêché Max Domi. Il aurait punché. Il y avait l'ADN des Flyers. Ah, clairement, ouais. Mais ils sont épais. Voilà, fait qu'on, il nous reste 4 années, Jeff. On va aller à 2014, on va faire ça vite. 2014, numéro 1, Aaron Eglad. Qui est le défenseur numéro 1 à Floride. Numéro 2, Sam Reinhart. Commence à débloquer à Buffalo, qui est un centre numéro 2. Numéro 3, Leon Draisaitl. Un des meilleurs joueurs des Oilers. Rien à dire, déjà un top 3 très bon ici cette année-là. 4, Sam Bennett. Un centre qui déçoit à Calgary, qui joue sa troisième ligne et tarde à débloquer. Numéro 5, Michael Dalcole. Une graine qui calisse rien. 6, Jake Virtanen. Un joueur qui joue présentement, si je ne me trompe pas, à Anaheim et tarde à se développer. Numéro 7, Aiden Fleury. Il n'a même pas joué une game de la NHL encore, je crois. Numéro 8, William Nylander. Qui est il vient de signer avec Toronto. C'est un bon joueur présentement. Là, on ne se le cachera pas. Là. Fait que là-dessus, sur le premier top 8, on a peut-être 4 sur 8 qui n'ont pas fait grand-chose. 3 ou 4 sur 8 qui n'ont pas fait grand-chose, en fait. C'est sûr, mais on n'est pas dans le top 10 encore. Là. Déjà, ça commence à se mettre à flopper. Numéro 9, Nikolai Ehlers. Un gars de la Ligue junior majeure du Québec qui joue avec M. Shifley à Winnipeg. Ah ouais? Sa première ligne. Ouais. Un très bon joueur. Numéro 10, Nick Ritchie. Lui, c'est un gars c'est un défenseur de Anaheim, puis il est dans le top 4 présentement, si je ne me trompe pas. Numéro 11, Kevin Fiala. Un gars des Preds on a tendance à repêcher des noms fucked up ça reste un plombier. Numéro 12, Brendan Perlini. C'est un gars que Chicago a... Non, c'est pas vrai.
Ouais, il me semble que c'est Chicago qui l'a repêché. Mais si j'ai de la misère à m'en souvenir, c'est parce que le gars, c'est pas important. Ouais, exactement. Pour un gars du top 15. Là. 13, Jakub Vrana. Oh, jamais entendu parler. Un choix mauvais, même que je pourrais te demander qui l'aurait pêché pour te dire que cette équipe-là, c'est des imbéciles. Ça, c'était en quelle année? On a dit 2014? 2014. On parle de Jakub Vrana. C'est Washington qu'ils ont repêché. Ah. Après ça, 14, Ulius Honka. Ouais, le gars qui rêvait d'être une Honda, mais que finalement, c'est devenu un char scrap. 15, Dylan Larkin. Un très bon joueur de centre pour les Red Wings. Là-dessus, ils ont eu du flair d'avoir repêché un bon joueur, puis ils devaient être morts de rire quand ils ont vu le reste passer devant eux. Entre 8 puis 15, là, il y a quand même un gros trou là, de mauvais joueurs ou de joueurs qui ont pas fait grand-chose. 8, Kevin Fiala joue dans la NHL. Perlini joue, il vient juste d'être échangé. On a maximum 18 qui dit Perlini, c'est les Coyotes qui l'avaient repêché, mais échangé à Chicago avec Dylan Stone pour il y a quelques semaines. Ouais, c'est ça. J'avais vu qu'il avait passé dans un échange récemment, mais dans le fond, c'est un choix de 12. C'est un choix de première ronde que les Coyotes ont échangé là tout de suite. Merci pour la clarification. Thank you, Maximus. Et puis, numéro 16, Sonny Milano. Ouais, moi, je pense juste au vaisseau du Star-Lord. Fait que tu vois, cette année-là, à peu près la moitié qui ont floppé ou qui tardent à se développer ou qui font pas grand-chose. Et pourtant, c'est pas Charlie Timmons qui les a tous choisis, ces gars-là. Ben voilà. Fait que 2015. Une autre grosse année aussi. Ouais. Numéro 1, Connor McDavid. Connor. Ah ouais, un des meilleurs joueurs de la NHL. Ouais, Connor McDavid. Numéro 2, Jack Eichel. Un des joueurs les plus laids de la NHL. Oui, très bon, mais très laid. Numéro 3, Dylan Strome. Un choix des Coyotes qui ont échangé avec M. Perlini grâce à Maximus et ses informations. Merci beaucoup. Qui ont changé à Chicago. C'est un choix de troisième ronde qui ont échangé contre Nick Schwartz, qu'à date, on n'a pas vu passer dans tes choix. Là. Non, pas du tout. Numéro 4, Mitch Marner. Un joueur que j'aime beaucoup à Toronto. Je regrette de l'avoir même dit. Numéro 5, Noah Hanifin. Un centre qui tarde à se développer au New Jersey présentement. Numéro 6, Pavel Zacha. Un pilier à défensive des Flyers de Philadelphie. Ouais. Numéro 7, Ivan Provorov. C'est ça. Excuse-moi, un petit mélange. Noah Hanifin, c'est un des bons défenseurs de Calgary qui a déjà été échangé par la Caroline. Zacha, c'est un centre qui tarde à se développer. Et Provorov, c'est un pilier à défense pour les Flyers. Excuse-moi, Gia, j'ai comme... Tu pointes de la cam, mais on n'est pas à l'écran en ce moment. On voit, on voit l'écran. Là. Alors, c'est rectifié. Voilà. On est rendu au 8. 8, Zach Werenski. Un jeune défenseur qui bouge très bien la rondelle. Excellent joueur pour les Blue Jackets. Numéro 9, Timo Meier. Un gars qui est très, très bon pour les Sharks de San Jose. Numéro 10, Mikko Rantanen. Ah, lui, c'est un des meilleurs joueurs présentement de la NHL. Ouais, qui a sorti 10e. Fait qu'il y a beaucoup du flair pour Colorado là-dessus. Là. Ouais, tu vois, là, on avait... Ils ont repêché McKinnon et McKinnon 2 années back-à-back. Fou, pareil, hein? Numéro 11, Lawson Cruz. Ça ressemble à un choix des Coyotes qui calissent rien. Numéro 12, Denis Gurianov ou Denis Gurianov. Et je pense qu'il n'a même pas fait de la NHL encore. Who the fuck are you? Numéro 13, Jakub Zboril. J'ai cru avoir vu son nom, mais je pense que c'était sur un paquet de cigarettes. Je sais pas si c'est un O ou un 0 dans son nom, en fait. Numéro 14, Jake DeBrusk. Il joue à quelque part. Ah oui, je m'en souviens maintenant. Ah ben, tabarnak. Ah ouais. Les Bruins de Boston, JF, cette année-là, eux autres ont échangé Milan Lucic. Ils ont échangé Dougie Hamilton pour des choix de première ronde. Et ils avaient leur premier choix, eux autres. Et ont repêché 3 joueurs back-à-back. T'as raison. Quand tu repêches 3 joueurs de première ronde dessus, tu te dis, tabarnak, t'es après bâtir ton avenir. Asti, ils ont repêché justement 13, 14 et 15. Ils ont repêché le cancer. Jake DeBrusk, qui est le seul joueur qui a fait le club. Et Zachary Chinchin-Chinchi. Senishin. Il a de la misère à faire le club dans leur ligue, dans la ligue américaine. Regarde le joueur qui est sorti 16e. En 16e, Matthew Barzal. Et je peux rajouter que Kyle Connor est sorti après aussi. Eux autres, Boston, voulaient avoir 17e, Kyle Connor. Puis regarde, Thomas Chabot. Hey, t'as-tu goût de tuer Evgeny Shevnikov après ça. Hey, tu sais, Brock Bowser. Hey, t'as-tu goût de tirer une balle? Tu sais, là, oui, on peut chialer sur Timmins, mais sacrément, tu repêches 13, 14, 15, puis c'est ça que tu sors. Puis Matthew Barzal sort après. Ça n'a aucun maudit bon sens. Hey, il aurait pu changer leur visage pour les années, pour les 20 prochaines années avec tous les gars qu'on vient de nommer. Hey, tu repêches 3 fois dans le top 15. Puis tu prends pas Barzal, Kyle Connor, Chabot, Colin White même, qui est pas si pire que ça. Brock Bowser, un gars de 30-40 buts à Vancouver en devenir. Tu vois l'expression, quand on se compare, on se console, ben c'est ça. On s'en va en 2016.
Une autre grosse année. 2016, numéro 1, Austin Matthews. Le Miss Piggy de la NHL. Rien à dire. Ah non, il va jouer dans Casse-Noisette, d'ailleurs. Matthews? Ouais, il y a un Matthews. Le film de Walt Disney? Ben, pas le film. Là, il va probablement participer à, genre, au Grand Ballet ou quelque chose, mais il va faire comme un soldat de bois, j'ai vu. Je sais pas c'est quoi exactement. J'ai pas été lire le détail. J'ai juste lu le titre de l'article, JF, comme c'est le même qu'il faut faire maintenant. Tu lis le titre puis tu regardes pas plus loin. Okay. Mais ça a l'air qu'il va faire quelque chose avec Casse-Noisette avec un autre gars des Leafs? Ah, sacrément. Numéro 2, Patrick Laney. Ah, ouais. Le gars que tu veux dans ton pot là, quand Matthews est blessé. Il coûte 5 buts en game au mois de novembre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça. Je pense que même ça date du temps de Simo Selani puis Mogini qu'on scorait 74 buts. Simo Selani. Numéro 3, Pierre-Luc Dubois. Hey, combien de monde disait que les Blue Jackets cette année, je me rappelle, Jay, parce que c'était l'année qu'on a fait notre premier live repêchage en direct. Ouais, c'est là qu'on avait sacré parce qu'on t'avait été chercher. Là, on vous dit qu'on rêvait à Dubois, mais les Blue Jackets ont repêché Dubois et puis les Oilers, ils ont malheureusement fait une mauvaise acquisition. Plus Jarvie, qui a de la misère à faire le club présentement. Et puis, il a commencé à Edmonton, il est retourné dans la Ligue américaine, puis il se passait rien. Numéro 5, Olli Juolevi. Un choix encore douteux des Canucks qui n'a même pas fait le club encore. C'est le premier défenseur qui est sorti de ce repêchage-là, puis il y en a d'autres défenseurs qui font la NHL à l'heure actuelle. Numéro 6, Matthew Tkachuk. Très bon joueur pour les Flames de Calgary, il est laid. Famille très talentueuse au niveau du sport en général. Il y a une des sœurs Tkachuk qui joue au baseball. Là. Tabarnak quand même. Fait que t'as deux joueurs de hockey qui jouent au baseball. Tkachuk, il doit rendre son sperme très cher. Ouais, c'est ça. Numéro 7, Clayton Keller. Le meilleur joueur des cas de Phoenix et le seul. Ouais, voilà. Numéro 8, Alexander Nylander. Joueur qui n'a pas fait grand-chose encore. Numéro 9, Mikhail Sergachev, qui est celui qu'on est allé chercher. Et voilà, puis qui nous a amené Jean-Antoine Drouin. Et sa coupe de cheveux. Puis Sergachev, présentement, il fait l'équipe. Il est dans le top. Excuse-moi, il est rendu ça à 3e paire. Je pense que ça, c'était un échange fair de besoin contre besoin. On a échangé un bon def contre un bon attaquant. Puis cette année, Drouin connaît une bien meilleure saison que Sergachev en connaît une présentement. Ouais, mais grâce à Domi, là, c'est un mix de d'autres affaires aussi. Là. Je sais pas si t'avais pas Domi, est-ce que Drouin aurait joué aussi bien cette année? On le saura jamais. On s'en fout parce que Domi est là. Et voilà. Numéro 10, Tyson Jost. Écoute, c'est le 2e centre présentement au Colorado. Puis un joueur peut-être spectaculaire en devenir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'aime. Numéro 11, Logan Brown. Un choix de première ronde des Sénateurs d'Ottawa qui a de la misère à faire le club à l'heure actuelle. Numéro 12, Michael McLeod. Je ne sais même pas où ce qui a été repêché, je m'en souviens plus. Je pense que c'est les Flames et puis Chris Arena. Non, New Jersey. Ah, New Jersey? Ouais, ok, c'est encore pire. Puis présentement, ce gars-là ne se développe pas avec l'équipe jeune que les Devils ont. Numéro 13, Jake Beans. Je crois que c'est les Hurricanes qui l'ont repêché. C'est un défenseur qui joue très bien. Il a joué son premier match contre Montréal, justement, quand ils ont perdu 2-1. Donc, Jake Bean, on vous rappelle qu'il est son nom anglophone. En français, c'est Jacques... Ben. Jacques Ben ou Jacques Faivolard. Jacques Bin. Jacques Bin Faivolard. 14, Charlie McAvoy. Bon, Boston s'est repris. Ils ont repêché un défenseur qui joue avec Chara. Numéro 15, Luke Kunin. Il n'a même pas joué une game de la NHL. Et le numéro 16, Jakub Chichron. Chichron. Lui, c'est un défenseur qui a signé son nouveau contrat avec les Coyotes de Phoenix, puis il joue dans le top 4 des défenseurs présentement avec les Coyotes. Hey, ça achète tout le monde, il reste une année. 2017. Celle-là, tu sais, bon, 2016 quand même, ça a commencé fort pour les deux premiers. T'as des joueurs présentement qui sont des éléments très importants pour leur club. Mais t'en as beaucoup aussi. T'as la moitié, je pense, qui ont soit pas rien fait ou qui tardent à se développer en ce moment. C'est ça, mais un choix de Timmins, Sergachev est présentement dans la NHL, puis ça nous a amené Jonathan Drouin. Et 2007, là, c'est un peu plus touché 2007 parce que c'est l'année passée. Fait que y a-tu des joueurs qui ont fait la NHL présentement? Ben, numéro 1, Nico Hischier, c'est le premier. Il a commencé directement dans la NHL. Beaucoup de monde compare Nico Hischier à Kotkaniemi présentement. Ouais. Nolan Patrick. Numéro 2, Nolan Patrick. Excuse-moi, je t'aimerais donner mes noms à ta place. C'est bon. Lui, les Flyers ont gagné en fait la loterie pour repêcher ce gars-là. Il joue bien, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour qu'il devienne un joueur d'impact. Numéro 3, Miro Heiskanen. Un défenseur que Dallas a repêché puis qui a refusé de donner pour chercher Erik Karlsson. Est-ce que leur choix sera judicieux? Je pense que oui. C'est un défenseur qui va devenir excellent dans NHL puis qui va jouer avec Klingberg éventuellement. 4, Cale Makar. Je ne sais pas ce qui a été repêché, mais présentement, il n'y a pas d'impact. À Colorado, Cale Makar. Ben, quand je regarde ça, est-ce que Colorado a le goût de se suicider aujourd'hui quand il regarde que le gars qui est sorti après, même je te dirais peut-être les Flyers pourraient aussi avoir le goût de se suicider. Elias Pettersson, le Gretzky suédois. Numéro 5, Elias Pettersson. Numéro 6, Cody Glass. Cody Glass, que présentement, je pense pas qu'il joue dans la NHL. Numéro 7, Lias Anderson. Un choix des Rangers qui fait le club présentement parce qu'ils n'ont rien d'autre. Numéro 8, Casey Middlestat. Ça, c'est le gars qui n'était pas capable de faire des
pas là, mais que présentement... c'est lui, ça? Ouais, c'est lui. Mais il fallait le gars qui passait pas les tests physiques. Ouais, on avait ri de lui pendant le repêchage. C'est le 3e centre présentement à Buffalo, puis il est pas méchant. Pas méchant. Numéro 9, Michael Rasmussen. A pas fait de la NHL encore. Numéro 10, Owen Tippett. Non plus. Numéro 11, Gabriel Villardi. Lui, c'est un joueur, une future... Ben écoute, il a un très gros potentiel de joueur de centre présentement, puis qui a été repêché par les Kings de Los Angeles. Numéro 12, Martin Necas. Un joueur qui pourrait très bien paraître avec les Hurricanes de la Caroline. C'est pas dur à bien paraître avec les Hurricanes de Caroline, de toute façon. Ouais. Numéro 13, Nick Suzuki. Nick Suzuki, repêché par Vegas. Et... Cody Glass, c'est le premier choix de l'histoire de Vegas. Ma mémoire est bonne. Ouais. Et puis Nick Suzuki, écoute, selon certains experts, puis que normalement, il y a une bonne main au bâton selon les prédictions qu'ils font pour les repêchages, disent que Nick Suzuki pourrait être le vol au 13e rang. Oh! À suivre. Mais présentement, Suzuki, je pense qu'il y a une moyenne de 3 points par game. Ça n'a pas de bon sens. Là. Numéro 14, Carl Foote. Le fils d'Adam. Ah, c'est le fils d'Adam? Ah oui? Ouais. Numéro 15, Eric Brandstrom. Je sais pas pour qui il joue, mais il n'a pas fait de la NHL encore. Brandstrom, Vegas, lui avec. Tu vois quand ça OK. Et numéro 16, Juuso Välimäki. On dirait une sorte de sushi, ouais, mais dire, il fait pas de la NHL encore pour le moment. Dérepêché par Calgary. Ça veut pas dire qu'il le fera jamais. Là. C'est quand même tôt, mais tu as des joueurs déjà qui ont percé. Il y en a qui ont percé, mais il y en a qui ont moins percé. Fait que, c'était juste pour vous montrer un peu depuis les 5 dernières années qu'est-ce qui s'est passé au niveau du draft. Puis que, oui, on peut chialer autant qu'on veut sur Timmins, mais c'est de même dans toute la ligue. Il y a beaucoup de joueurs qui sont draftés qui font pas la ligue. Il y en a beaucoup qui floppent, il y en a qui se développent pas. C'est tough d'avoir une bonne moyenne au bâton là, aussi avec les jeunes comme ça. Puis là, après ça, tu as l'attitude du jeune, tu as le développement des joueurs, tu as d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte. Fait. Puis une chose qui est importante, c'est qu'est-ce qui est arrivé avec le Canadien de Montréal, puis qu'on a payé le prix avec les années passées. Dans le temps de Bob Gainey et de Pierre Gauthier, souvent, il patchait. Il allait échanger des choix de 2e ronde, puis il allait comme le choix de 1re ronde, Chris, John Carlson, il serait... Notre top 3 défenseurs, si, mettons, on n'aurait fait aucun échange, ça aurait été Subban, McDonough et John Carlson. C'est pas de la merde, ça. Non, ça aurait été bon à Chris. Puis on aurait eu Sergachev, mettons, à ajouter sur ce top 4-là. Ça aurait été un des meilleurs duos de défenseurs, mais regarde, il est arrivé des choses. Et puis, si je peux faire un parallèle aussi avec un club qui donne des choix, plus tu as de choix, plus tu as de chances d'avoir des joueurs qui vont faire ton club. Ouais. Chicago, pendant... Tu sais, ils ont gagné 3 Coupes Stanley, mais après ça, Stan Bowman a eu de la difficulté à, mettons, prolonger ce succès-là. Il a échangé beaucoup de choix de 1re ronde pour continuer à faire une run dans les séries. Pendant 3-4 ans de temps, il n'y a aucun choix de 1re ronde qui a été repêché par Chicago. Puis pour se débarrasser de gros contrats, ils ont donné leur choix de 1re ronde précédent. Ça leur fait mal. Chris, juste pour te résumer les choix douteux qu'il a fait, là, il a échangé David Rumblad pour... excuse-moi, j'essaie de un petit peu loin. Là. Écoute, Philippe Danault puis un choix de 2e ronde pour Fleischmann et DeLuise, c'est pas sa meilleure transaction. Là. Il n'a pas gagné la coupe. Là. Kimmo Timonen pour un choix de 1re ronde. Andrew Ladd, choix de 2e ronde. Puis après ça, tu sais, Teuvo Teravainen, qui est un des meilleurs joueurs des Hurricanes de Caroline, il a été échangé pour se débarrasser d'un contrat. Aujourd'hui, aucune profondeur. Puis là, ils sont derniers. C'est ça. En tout cas, fait que, bref... pas donner d'opinion à personne ou vous dire comment penser. C'est juste pour vous mettre un peu au courant de ce qui s'est passé pour les drafts. Fait que on l'a demandé, on l'a fait. Faites votre propre opinion maintenant. Puis faut tout le temps regarder le big picture de ce qui se passe, je pense, avant de chialer. Et voilà. Et sur ce, JF, on va aller maintenant faire le tour de la Ligue nationale. Around the NHL. Le Père Noël qui passe en haut de Saint-Hubert. Pendant qu'on vous rappelle de ne pas boire de l'eau parce qu'il faut tout le temps faire bouillir l'eau à Saint-Hubert, ça a l'air. GF Around the NHL. On a 2 vidéos pendant que tu fais ton alim. Premièrement, il faut parler de Tom Wilson parce que Tom Wilson... Hey, je vous rappelle que la voix, c'est dimanche. Qu'est-ce que c'est? On va vous montrer le hit de Tom Wilson sur Brett Seney des Devils. Et on va en parler un peu... on rappelle que Tom Wilson revenait d'une suspension de 20 matchs qui avait été écourtée à 14 qui ont redonné de l'argent finalement. Ouais, ça faisait un game qui était de retour, puis là, pouf. Ben, là, on le voit, tu sais. Est-ce que c'est un coup à la tête? Oui et non. C'est un coup quand même salaud, je trouve. La NHL, leur statement officiel, c'est qu'ils visaient pas la tête. Puis l'affaire qui est drôle, c'est que sa première suspension, c'était contre les Devils. Ah oui, en plus. Mais tu sais, parce que ça, c'est un récidiviste. Fait que tu peux pas comme... Tac.
Mais il pogne de d'autres côtés, tu sais. Le gars, il a C'est rien quand vu, même là. blindsided, là, comme... Ben, il y a eu un game misconduct qui est sorti de la game ce jour-là. Mais la tête, il a soigné pareil. Fait que c'est quand même un... Il a peut-être même manqué. Il visait, mais il l'a manqué. Il visait pas la tête. C'est un coup d'épaule à dos d'épaule, mais c'est parce que le problème, c'est que c'est blindsided, puis des gestes de même, c'est vraiment Ben, c'est dégueulasse. un genre de geste. Si je me trompe pas, Jeff, je pense que la Ligue veut abolir. Là. Ben clairement, là, parce que même si ils veulent des batailles, tu veux pas des gestes comme ça parce que tu blesses les joueurs puis c'est dangereux là, Non, pour les coups c'est à la ça. tête et tout. Chris, imagine si ça s'est arrivé sur un gars comme McDavid ou Crosby. Là, y aurait-tu une suspension, tu penses? Probablement. Mais bon, au moins, il y aura eu la monnaie de sa pièce. Mart serait content d'ailleurs parce que Ryan Reeve, qui est un des derniers goons de la Ligue nationale, est venu un peu régler le cas de Tom Wilson après ça. Comme on peut dire en bon français. Et là, tout a revolé. Le casque et le bâton. Karma is a bitch. Ouf. Sauf que lui, clairement, il visait la tête avec l'épaule, tu sais, c'est... Ben, dans le fond, c'est comme s'il voulait frapper Reeves, puis Reeves, il a dit non, fuck you, là. Ben, il s'est juste comme bloqué, Reeves. Il s'est défendu. Ouais, ben, non, il s'est pas défendu pour il l'a ramassé, là. Ben, je veux dire, défendu, là, il s'est protégé pour le hit. J'ai mis Wilson qui se fait escorter hors de la glace, parce que je trouve ça satisfaisant de voir Wilson se faire escorter hors de la glace. Regarde, tu sais, c'est mané. Puis d'après moi, Reeves savant à Chris que c'est Tom Wilson qui s'en venait sur lui. Là. Ouais, ben c'est ça. C'était pas l'harceleur certain, là. L'harceleur, je pense qu'il a perdu la tête. À un moment donné, il faut quand même qu'il se fasse ramasser, lui, là. Fait que voilà, faut quand même que ça arrête, ces coups-là, si tu veux. Ça va-tu un jour peut-être, Jeff? Je sais pas. Hein? Je sais pas, pour vrai. C'est comme avec le jeu qui est de plus en plus rapide, ils ont moins besoin de faire ça, puis il y a de moins en moins de goons. Mais Tom Wilson, c'est un récidiviste, puis ce gars-là, je l'aurais tellement sorti de la ligue. Là. J'aurais donné en fait une suspension pour la saison, moi. Peut-être que le prochain geste qu'il va faire, c'est ça qui va arriver. S'il y a prochain geste, oui. Puis le pire, c'est que c'est un joueur important pour. Il n'est pas en commotion, anyway, lui. Là. Il faudrait qu'il apprenne à jouer, jouer d'une manière moins sale. On vous rappelle qu'il est sorti 16e en 2012. Ouais. Voilà. Prochaine nouvelle, les Flyers qui ont congédié Ron Hextall et qui le remplacent par Chuck Fletcher. Ben oui, c'est un gars qui avait été, je pense, quasiment pendant 10 ans DG pour Washington, le Minnesota. Puis ce que j'entends dire de Ron Hextall, ça c'était aujourd'hui à la radio, là, c'est que ça a l'air que le gars c'était un control freak. Ah, ça se peut. Puis le pire, c'est que Ron Hextall, les mauvais contrats qu'il a irrités avec les Flyers, c'était son président qui l'a mis dehors, qui les avait fait. Et puis, même ce que Martin McGuire a shooté à la radio, c'est qu'apparemment, une des raisons aussi pourquoi il s'est fait mettre dehors, c'est qu'il y avait eu l'ordre d'aller chercher Carey Price, de tout faire pour aller chercher Carey Price pendant que sa valeur était basse, mais qu'il n'a pas réussi à faire un deal, puis que pour lui, c'était comme un échec. Il était dû aller chercher Carey Price. Mais il n'a pas réussi. Puis il n'a jamais été capable aussi d'aller chercher un gardien de but. Mais dans le fond, ce que Hextall essayait de faire, d'après moi, malgré le fait que c'est un control freak, puis il se prenait sûrement avec des jeans en cuir, c'est que le gars, il voulait miser sur la jeunesse. Puis là, ils sont allés chercher un DG. Puis là, ça serait de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Il va-tu continuer à miser sur le repêchage et sur ses jeunes joueurs ou il va essayer de s'acheter une place en série? À voir. Ça va être à suivre parce que c'est un peu ça que les Hurricanes font. Ah ben, ils ont, Annie Finn a joué 5e, puis ils ont été chercher Dougie Hamilton. Ça, c'est les choses, là, les cheveux feutrés. Là, c'est quoi son estime nom? Dudley. Oui, Rick Dudley qui était là, puis l'autre DG qui a bâti les Trashers d'Atlanta. C'est juste le nom du club devrait peut-être vous donner une lumière. Là. Mais ça sera, je serais curieux de savoir ce qui va se passer avec les Flyers dans les prochaines semaines. J'ai vu sur le compte Twitter des Flyers quand c'est arrivé, marqué It's Official, puis c'était Chuck Fletcher avec Greedy qui se donnait la main. Ah, déjà? Ouais, j'aurais mis Greedy à la place, moi direct, rendu là. Ah, c'est sûr et certain. Parce qu'il est fou, ce cas. Je le vois vers des FaceTime pour essayer de négocier un deal. Il n'y a pas de bon sens. C'est le meilleur, la meilleure mascotte. Les yeux qui swingent partout. Là. Ah, c'est... Tu peux nous étourdir. La saga Nylander, finalement terminée à minuit moins une. Eh oui, Chris, moi, je suis sûr qu'il ne serait rien arrivé. Domas, là... Carl Domas. Lui, sais-tu qu'il y a des joueurs à signer dans les prochaines années? Là? Je pense qu'il sait. Il a donné 6 ans, 6 millions, quelque chose de genre. 49 millions. 6,9 millions par année. Ouais. Puis cette année, c'est 10,2 millions qui apparaissent à masse salariale du mois de décembre à là. Fait que il s'est enlevé toute l'attitude pour essayer d'acheter de la profondeur pour son club pour les séries. Il n'y en a plus de l'attitude là. C'est sûr que Nylander, on s'entend, c'est un bon joueur. Ouais, mais il est venu puis il a été benché à sa première game parce qu'il était trop mauvais. Ah, tu vois, ça, ce bout-là, je le savais pas. Fait que Babcock aime bien ça, briser les jeunes.
avec des coups de ceinture sur les fesses. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que ça va être bon. Mais là, c'est sûr que ça t'amène 2 duos dangereux. Tu as Marner puis Tavares, puis tu as Nylander avec le cochon qui vont jouer ensemble. Puis après ça, tu as Kadri qui va jouer peut-être avec Oussama Ben Laden. C'est la 3e ligne. Fait que c'est intéressant. Puis là, tu as Marleau qui a 105 ans, qui va jouer avec eux autres, puis qui a un salaire plus élevé que celui de Nylander, puis qui lui reste encore 1 an de plus son crise de contrat. C'est un gars qui marque 18 à 17 mais ça a l'air moins élevé que celui du coach. Fait que... Ah, c'est sûr que ça va... Il faut pas que tu le payes plus cher que moi. Puis une autre affaire qui est importante à savoir aussi, là, Shanahan a fait de quoi d'illégal cet été. Ouais? Je remercie un de nos auditeurs. Ton nom m'échappe, je suis désolé, mais je pense que tu vas te reconnaître. Tu m'as envoyé un article audio sur un gars qui suit les Leafs dans la région de Toronto. Je l'ai écouté, c'était super intéressant. Il expliquait que Shanahan, après qu'il ait signé Tavares à 11 millions par année, aurait un meeting sans l'agent de Matthews, Marner et Nylander pour leur dire « Si vous voulez gagner avec nous autres, vous allez devoir accepter moins d'argent. » Ah ouais? Puis je suis sûr que pendant ce meeting-là, Shanahan a exigé aux joueurs d'être en chess. Fait que, ce qui est arrivé par après, Nylander a fait la grève. Et voilà. Est-ce que c'est accepté? Toi, JF, là, mettons, là, tu travailles puis tout, puis t'as bâti un peu ton entreprise. Ils vont chercher quelqu'un d'autre d'ailleurs, qui vient d'une entreprise qui sentait le calice, puis qui vont lui donner le plus gros salaire possible. Ouais. Toi, t'as bâti cette entreprise-là. Puis ils te disent, hey, toi, JF, là, t'as pas le droit de faire plus d'argent que lui. Même si c'est toi qui as bâti l'entreprise. Serais-tu en crise? Sûrement un peu, probablement. À suivre cet été, mais je pense que Carl Demas, c'est un crise de cave. On va voir. Puis, eux autres, c'est leur fenêtre pour la coupe, elle dure 1 an. Là. Après ça, ils sont dans la merde. Ils sont dans la merde. Chris, t'as Kapanen qu'il faut que tu signes. T'as Gardiner qui est un défenseur qui joue sa 2e paire, qui devient joueur autonome, qui n'aura pas une crise de scène pour le signer. Puis t'as Frederick Anderson qui, excuse-moi, là, mais là, il va commencer à aller en patte descendante. Puis t'as Ron Hancy qui joue sa 2e paire à l'heure actuelle, qui est un ancien choix de première ronde de Trevor Timmins. Et voilà. Et Jeff, pour terminer le podcast, dernière petite nouvelle, il y a Seattle finalement aura leur club d'expansion en 2021-2022. C'est loin parce que leur aréna ne sera pas prête avant novembre 2021. Fait que c'est pour ça qu'ils ont reporté... excuse-moi, 2020. Ouais, ça m'a C'est pour ça qu'ils ont reporté l'ouverture de la saison pour les Seattle 1 an plus tard. Puis il y a aussi une autre affaire qu'il faut tenir compte, c'est qu'entre-temps, la convention collective va devoir être négociée. Fait que ça pourrait jouer gros sur l'équipe. Ouais. Ben, dans le fond, c'était juste pour faire ça vite, dans le fond, tu as noté les joueurs que les Canadiens pourraient protéger pour le repêchage d'expansion parce qu'on vous rappelle qu'il y a encore une fois, vu que c'est une expansion, ils vont pouvoir venir piger dans toutes les équipes de la Ligue. C'est ça, c'est soit, mettons, 7 attaquants ou 6 attaquants. Mettons, 7 attaquants, 3 défenseurs ou 6 attaquants, 4 défenseurs. Fait que là, t'en as mis 5. Fait que t'as mis Domi, Drouin, Kotkaniemi, Shaw et Byron qu'on pourrait protéger. C'est tous des joueurs qui vont être sous contrat dans cette année-là. Fait que c'est des joueurs qui pourraient être susceptibles d'être repêchés. Il reste 2 spots. Puis les joueurs autonomes vont être Gallagher, Philippe Danault et Thomas Tatar. Est-ce qu'ils vont être signés d'ici là? On ne sait pas encore. Gallagher, je pense qu'il va l'être, d'après moi. Danault, Tatar, je sais pas. Danault, peut-être. Là. Tatar, c'est comme ça. Il est trop pour signer rendu là s'ils font bien pour les prochaines années. Là. C'est ça. Puis là-dedans, il va y avoir des joueurs qui vont être échangés. Kotkaniemi s'est rendu qu'il n'aura pas le choix d'être protégé parce qu'il va avoir fait déjà son premier, la durée de son premier contrat. Oh, ouais. Mais l'avantage, c'est que tous les jeunes joueurs qu'on a, Ryan Poehling, Nick Suzuki, ces gars-là n'auront pas à être protégés parce qu'ils vont être à leur premier contrat. Ben c'est bon à savoir au moins ça. Ouais. Défenseurs, Shea Weber, Victor Mété, Noah Juulsen et Petry sera agent libre, Puff Petry. Si ça aurait été fait 1 an avant, Petry, on aurait été obligé de le protéger parce qu'il y a une clause de non-échange. Fait que là, tu aurais le risque de perdre Victor Mété ou Noah Juulsen au prochain repêchage. Ça ne sera plus le cas, mais encore là, ça peut changer. Ça dépend si on pogne un gros défenseur d'ici là. On ne sait pas encore. Là. Puis côté des gardiens, ben, Price, évidemment, parce que tu ne protégeras pas... Niemi, si t'es encore là. Peut-être Lindgren qui va être oui, c'est vrai, ouais. Fait que Lindgren pourrait être pris. Fait que ça va être à voir si les Canadiens vont être en mesure de... Vont-ils faire un échange pour s'assurer de protéger un autre joueur supplémentaire? Ouais. À suivre avec intérêt. Puis ça donne beaucoup de temps aux DG de préparer leur équipe pour ça. Puis c'est Dave Tippett qui est en charge. Puis lui, il a déjà fait un schéma avec tous les joueurs susceptibles d'être au balotage rendu là, puis qui va changer. Fait que Dave Tippett, écoute, il est déjà en mode travail, lui. Là. Fait que à voir rendu là. Yes. Et voilà, ça fait le tour du podcast, JF. Déjà. T'avais-tu un call-out, ou c'était juste pour la forme que t'avais amené le Ben, c'était semi-call-out. J'en ai collé un peu hâte de même. Là. Ça sera pas ben long. Là. Je pense que je vais juste taper ses doigts à certaines personnes.
Moi, je me dégage des propos. Ouais, je vais juste en profiter pour caller out. C'est comme en 3D. Hein. Je vais en profiter pour caller out tous les dénigreurs de Shea Weber. Tous ceux qui nous ont envoyé des tableaux pour nous dire que Subban était meilleur. Je sais que Subban, vous l'avez aimé. Je le sais. On l'a tous aimé. C'est un joueur populaire. Mais Shea Weber est un excellent joueur. Oui, il est plus vieux, mais il est un meilleur défenseur que Piqué Subban. Puis un défenseur, ça ne veut pas dire qu'il va faire 70 points, 80 points. Un défenseur, sa job, c'est de défendre le club. Puis l'avantage avec Weber, c'est qu'il produit en même temps. Fait que surtout, la personne que je vise à l'heure actuelle, je ne sais pas si tu nous écoutes, j'en doute un peu. Quand tu as dit que Shea Weber était un Sheldon Souray, oh mon Dieu! Excuse-moi, là, mais juste pour ça, tu mérites de te faire électrocuter. C'est des bêtises. Puis ceux, vous parlez encore en mal de Weber, mon Dieu, je crois que je vais m'en prendre à vous sur Twitter en vous shootant l'information. Puis vous le savez, quand j'embarque dans le jeu des stats, si j'embarque dans le jeu des stats, c'est parce que je suis sûr de moi. Watch out! Puis même un autre côté, c'est qu'un moment donné, il y a un gars qui m'a dit Shea Weber est à chier, juste à cause d'une mauvaise séquence. Une séquence en 10 ans, JF, qui s'est fait shifter en prolongation dans les playoffs, contre Saint-Nosé dans les playoffs. Une séquence, tabarnak! Combien de fois que Subban s'est promené puis qu'il avait le bâton dans le cul, esti, puis qu'il a manqué son jeu puis qu'il nous a fait perdre des games? Je pense qu'on peut en compter. On n'a pas assez de doigts et d'orteils pour le faire. Fait qu'à un moment donné, calmez-vous, s'il te plaît. Puis j'aimerais en profiter pour dire à Luc Lavoie que je te souhaite une bonne année, un joyeux Noël. Monsieur, je t'ai envoyé un livre par la poste. C'est Je ne sais pas compter. Et puis le nouveau livre de Richard Labbé, Hockey pour les nuls. Je vais le signer en disant fuck you dedans, mallette. Puis je vais te l'envoyer par la poste. Ben voilà. Mon JF. C'était excellent, ça. C'était bien parfait. C'était un call-out tout en douceur pour le temps des fêtes. On pourrait quasiment l'écouter en prenant une tisane. Ouais, on va se faire un petit thé après. Fait que voilà, ça fait le tour du podcast, JF. Donc, il reste probablement un épisode. Je dis probablement parce que d'un coup, il arrive de quoi. Mais techniquement, le prochain épisode sera le 21 décembre. Donc, t'es juste à temps pour écouter ça en pyjama avec un petit eggnog, là, un petit lait de poule sur le bord du feu. En mangeant des biscuits. Donc, on sera, après ça, on va être en pause des fêtes et puis on va revenir le 18 janvier sinon. Mais ce sera le 21 décembre, le dernier épisode pour l'année 2018. Donc, on vous dit à dans 2 semaines. Ciao tout le monde, à la prochaine. Go Habs, go.